Quand je dis plus jamais, je sais pourquoi j'y retournerai pas. Hein. T'as les jambes écartées, on dirait que la tour Eiffel, t'es visitable. C'est comme si on demandait à des acteurs porno, en fait, de nous dire qu'est-ce que c'est que faire l'amour. Bonjour, je suis Raïssa et aujourd'hui, on a Molly qui va partager avec nous ces belles histoires. Molly, elle a 3 enfants et elle a eu sa première à l'hôpital, mais après ça, elle était sûre et certaine que les prochaines, ce serait à la maison, en toute liberté, car elle se définit comme une femme qui aime la liberté et qui est pour la liberté de tout sort, tout le monde. Et aujourd'hui, elle nous partage effectivement ses histoires et les raisons pour lesquelles elle a fait ses choix d'avoir des naissances libres, des naissances respectueuses, et pourquoi elle milite pour que toutes les femmes ont le droit d'avoir ça aussi. Donc, bienvenue Maudie. Bonjour Aïssa, merci de m'avoir invitée. Avec joie. Et est-ce que tu veux nous partager, on peut commencer peut-être par ta première grossesse et comment ça se déroulait. Je suis tombée enceinte à 19 ans, donc c'était un bébé surprise. À l'époque, j'étais étudiante à la fac. Je l'ai pris comme une joie tout de suite, parce que je ne concevais pas ma vie sans enfant, et donc je me suis dit, ça arrive maintenant, ça arrive maintenant. Toutefois, c'était pas non plus le parcours idyllique, puisqu'il faut savoir que la personne avec qui j'ai conçu ce bébé n'a pas souhaité être dans sa vie, s'en occuper, donc j'étais maman solo dès la grossesse. Et c'est ce qui a malheureusement défini mon choix de lieu de naissance au final, parce que j'étais pas assez bien accompagnée, pas assez bien entourée, je pense. Donc ma première est née à l'hôpital, parce que au moment où le travail s'est lancé, en fait, je me suis sentie seule. C'est-à-dire que j'ai su qu'on puisse accoucher à l'hôpital ou qu'on puisse naître à l'hôpital. Pour moi, c'était une folie déjà depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, il faut savoir que mon papa, il a eu un accident domestique grave et qu'il s'est retrouvé en soins intensifs. Donc pour moi, l'hôpital, c'était les couloirs de la mort, les couloirs de la maladie, les couloirs de la souffrance avec l'odeur qui va avec. C'est jamais un lieu dans lequel je me suis sentie bien, quoi. Donc ça m'a marqué dans ce sens-là. Et puis après, il y a une de mes sœurs qui est née. Et il se trouve que ma maman, elle est partie à l'hôpital où c'était vraiment le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes avant la naissance de ma sœur. Et j'ai été très triste. J'ai eu la sensation de m'être fait voler quelque chose parce que ma sœur, je l'attendais depuis 9 mois. Là, on sait qu'elle arrive, c'est imminent. Et des inconnus vont la voir avant moi. J'ai pas du tout kiffé l'expérience, non. Donc, déjà petite, je me suis dit, mais quand j'aurai des enfants, je leur ferai jamais ça. Parce que je trouvais que c'était pas juste. Ouais, vraiment, j'ai la sensation qu'on m'amputait de quelque chose qui m'appartenait. En tant que sœur, hein, je veux dire, en tant que membre de la famille, que ces inconnus-là allaient avoir un honneur et un privilège qui nous revenait à nous. Moi, mes frères, déjà, mes parents. Donc, j'ai pas kiffé du tout le truc. Et j'ai dit, jamais. Ça se conçoit pas dans la tête qu'on puisse mettre au monde un enfant à l'hôpital, déjà. Donc, quand je suis tombée enceinte, je voyais pas l'intérêt d'un suivi gynéco, déjà. Je me suis dit, attends, je suis enceinte, je suis pas malade. Donc, qu'est-ce qu'ils vont chercher à calibrer? Évidemment, je suis tombée sur un médecin qui m'a prise pour une grosse. Et le jour où j'avais vraiment un souci et qu'il m'a demandé si le traitement était avec la grossesse, donc là, j'ai dit, ah oui, je suis enceinte. Comment ça? Ah oui. La vie suit son cours, quoi. Et donc, il m'a orientée vers un gynéco, une pépite de gynéco, avec qui j'ai accepté de faire suivre ma grossesse. Et quand t'as 19 ans, surtout à l'époque, c'était quand même il y a bientôt 12 ans, quoi. Et chemin à la maison, gros tabou, encore plus qu'aujourd'hui.
Donc, personne ne m'a dit comment on faisait pour accoucher à la maison avec une sage-femme. Mais du coup, tu avais déjà cette envie d'accoucher à la maison, même avant. Tu voulais pas du tout accoucher à la Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, puis à la fin de ma grossesse, j'avais une sage-femme qui venait à la maison. Julie, si tu m'entends. Et Jessie, pardon, Jessie. Et en fait, je l'ai harcelée. Hein. Je l'ai harcelée pour que je lui dise, non mais attends, vas-y, si j'accouche là, genre demain, tu viens. J'arrêtais pas de lui dire ça. Oui, mais admettons, là, j'ai envie de pousser, tu viens. Oui, mais bon, si j'ai accouché trop tard avant de partir, tu viens. J'ai pas arrêté de la saouler. Et elle me disait toujours, oui, mais tu sais, ça marche pas comme ça se passe pas comme ça. Mais en fait, personne m'a dit comment ça se passe pour accoucher à la maison, quoi. Et là, tu te retrouves que tu as 19 ans, que tout ça, c'est un inconnu, que mon travail se lance à 4 heures du matin et que je vis ma meilleure vie. Moi, je prends mon petit-déj, ma brioche, je kiffe, je prends ma douche, je me dis, fais-toi belle, tu vas accueillir ton bébé. Et en fait, je me dis, une fois que j'ai fait tout ça, je me suis dit, putain, mais je me sens seule. Je me sens... Il n'y a personne qui va me tenir la main. Euh, Et là, je me suis dit, bon, ben, j'ai une idée de merde. Je me suis dit, bon, ben, allons à l'hôpital, il y a du monde. Je vais jamais cette soutien à l'hôpital. Et c'est ça, mais j'ai cru naïvement. Mais naïvement, mon Dieu, j'ai payé très cher ma naïveté. Et du coup, on m'y reprendra plus jamais parce que j'en suis sortie de l'hôpital traumatisée et j'ai dit, plus jamais, en fait. C'est pas grave si on me tient pas la main, au moins on m'abîme pas. Vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et je me suis retrouvée dans ces couloirs d'hôpital, là, où on voulait m'imposer la péridurale. C'est-à-dire qu'on était trop nombreuses ce jour-là. Je crois qu'on était 7 et il n'y avait qu'une sage-femme. Donc, il y avait 3 césariennes. Donc, autant dire que l'anesthésiste était surbookée. Et comme j'étais l'eau et je cite, parole de la sage-femme, on va pas vous traumatiser avec un accouchement à 20 ans. Donc, la péridurale, elle est pour vous dès que l'anesthésiste, il a 5 minutes de libre, quoi. Donc, moi qui n'aime pas les aiguilles, j'ai pris une épée de Damoclès dans le dos. J'ai jamais conçu non plus que ma colonne vertébrale, elle était faite pour accueillir une aiguille qui fait la taille de mon bras. Non, merci. Rien que ça, déjà, je trouve ça fou. Mais genre ubuesque. Inconcevable. Donc, je peux vous dire que moi, quand on m'a dit c'est l'anesthésiste, j'étais pas ravie. J'ai continué de dire non. On m'a contenu, c'est-à-dire 2 sages-femmes m'ont contenu, m'ont plié, alors qu'avec mon gros bidon de femme enceinte, ben, tu peux pas faire autrement. Attends, ils t'ont donné un péridurale contre... Ah oui, contre ma volonté, oui. Et en plus, ben, la pause a été foirée. J'ai eu ce qu'on appelle une brèche de la Durmère, qui se sont bien gardés de me dire ce que c'était. Et au moment de la péridurale, qui a été affreusement douloureuse et beaucoup plus douloureuse que mes contractions, j'ai perdu instantanément l'usage de la parole et de l'équilibre. Donc en fait, si on voit l'écran, ben, je penchais du côté gauche comme ça. Et du coup, pour pas me tenir, puisque je penchais, ils m'ont laissé avachi comme ça, sur une poubelle. Donc j'ai la poubelle ici, je vomissais de douleur, je ne pouvais pas parler, et je ne pouvais pas me redresser, bouger, je ne pouvais rien faire, je suis handicapée. Donc là, on m'a dépossédée de mon corps, on m'a tout volé à ce moment-là. Et j'ai quand même réussi, j'ai quand même réussi à accoucher, hein, parce que maintenant que je sais tout ce que je sais, j'ai quand même eu grave de la chance d'arriver à pousser, de pousser, de pas avoir eu, qu'on me charcute pas, qu'on me mutile pas, qu'on me fasse pas d'épisio, qu'on n'utilise pas les forceps, que voilà, puis que j'ai pas de césarienne en fait, hein, parce que c'est la voie royale pour la césarienne aussi, donc j'ai eu cette chance dans ma malchance que ma fille soit née et que moi j'en ai été à peu près intacte, ouais. J'ai eu 11 points de suture. Bah oui, parce que quand on n'a pas des sensations, on peut pas prévenir de déchirure, des trucs comme ça. Non, mais exactement. Mais en fait, tu peux pas te servir d'un muscle ankylosé. C'est pareil avec l'utérus ou le périnée, j'ai envie de te dire. Tu peux pas faire ça ou porter un sac de course si on t'anesthésie le bras. Donc forcément, tu vas forcer comme un malade jusqu'à t'abîmer, mais tu sens rien. Donc, c'est un non-sens.
C'est un non-sens. Mais bon, une fois que moi j'étais paralysée, tu peux pas fuir, tu peux pas faire autrement, hein. Tu continues comme ça. J'ai envie de te dire, maintenant que t'es foutu, il faut bien que ça finisse à un moment. Ouais, je suis complètement impressionnée par comme pendant l'accouchement, ils prennent les femmes comme hystériques, comme si on n'était pas en conscience pour décider pour nous-mêmes, qui on me dise non, je veux pas un péridurale, non, je veux pas. Elle sait pas ce qu'elle. Ah, mais c'est ça. Ah, mais moi, on m'a prise pour une enfant. On m'a traitée comme de la viande. Mais il n'y avait rien qui allait. Le fait qu'on me perce la poche des os sans mon consentement, c'est du viol, en fait. Enfin, je veux dire, on parle quand même de 2 doigts dans mon intimité et qui interviennent dans le processus de mon accouchement, qui accroît la douleur. C'est du viol. Ça s'arrête là. Et moi, j'étais choquée déjà par la douleur, par la tournure que ça a pris. Puis en fait, plutôt que d'avoir quelqu'un qui me tient la main, qui me donne la main, qui me caresse les cheveux, qui me dit que ce que je fais, c'est génial, j'ai juste quelqu'un qui me met 2 doigts et qui me fait mal là où j'ai déjà mal. Tu vois ce que je veux dire, que c'est pervers. Non, mais c'est... Quand je dis plus jamais, je sais pourquoi j'y retournerai pas, hein. Mais ma fille est née. Ma fille est née, j'ai eu de la chance, je suis tombée amoureuse de ma fille. J'aurais pu être comme beaucoup de femmes où ben, cette montée d'hormones, elle se fait pas. Ce pic d'ocytocine ne vient pas à cause de l'anesthésie, à cause de l'environnement et qui voit son bébé et puis qui peine à s'attacher. Donc j'ai eu de la chance dans ma malchance. Mais j'ai quand même dit plus jamais. Je pense que ça sert à rien de prendre des risques inconsidérés. N'importe quel animal de la nature, si tu interviens pendant leur accouchement, après, ils font pas les liens avec le bébé. Hein. C'est un processus. Mais c'est complètement ça. On dirait jamais une chatte ou une chienne qui est en train de mettre bas. On dit bien, oh, la touchez pas, laissez-la, touchez pas les petits. Nous, on est des mammifères et c'est marrant, on se fait rarement autant doigter qu'à ce moment-là. On dirait que, enfin, je veux dire, t'as les jambes écartées, on dirait que la tour Eiffel, t'es visitable. Mais je pense qu'il y a un moment, il faudrait revenir aux bases. Nous sommes des mammifères, foutez-nous la paix. Laissez-nous dans le noir, l'intimité. En fait, un peu dans les mêmes conditions dans lesquelles on fait l'amour, en fait. Puisque c'est les mêmes hormones, c'est le même environnement qui est nécessaire. Mais au même titre, on fait pas l'amour à l'hôpital devant tout le monde et à tout calibrer. Mais on va accoucher là-bas. C'est fou. C'est vraiment une folie au sens littéral du terme. Mais on se rend pas compte, je pense. Il y en a plein qui se rendent pas compte, hein. Même les gens qui accompagnent, donc les sages-femmes, les gynécos qui accompagnent les naissances en captivité, ne savent même pas ce que c'est une naissance libre, une naissance respectée, une naissance imperturbée. Ils en ont aucune idée. C'est comme si on demandait à des acteurs porno, en fait, de nous dire qu'est-ce que c'est que faire l'amour. Ça n'a pas de sens. Ils sont pas là pour ça, c'est pas le job, hein. Et puis, ils n'ont pas été formés pour ça, les mecs, hein. Donc, quand on aura fini avec tous ces non-sens, peut-être qu'on reviendra à la base, qu'on restera chez soi, dans la chaleur et la sécurité du foyer. Parce que je pense que la naissance, c'est pas un événement médical, ça peut le devenir. Dans ce cas-là, on est à la bonne place, au bon endroit. Mais à la base, c'est un événement familial. Ça appartient au couple, ça appartient aux membres de la famille, quoi. Ouais. Et cette dimension familiale, elle n'est plus. Elle n'existe pas dans le cadre de l'hôpital. On est dépossédé du processus de naissance, on est dépossédé de sa souveraineté, on est dépossédé de l'essence même de la naissance, en fait. C'est un événement, comme tu as dit, qui peut devenir médical, mais du coup, pour qu'on empêche, je sais pas, un petit pourcentage des accouchements qui sont pathologiques, qui peut devenir pathologique, on oblige toutes les femmes à passer pour des interventions qu'ils ne sont censés pas avoir. En fait, la logique, déjà, elle est biaisée. On a peur, donc on intervient. Donc, en fait, c'est comme une horlogerie suisse dans laquelle tu mets un grain de sable, hein. Ça va pas te donner l'heure. Faudra pas s'étonner si une fois que ça te donne pas l'heure, on te dit « Ah, mais il faut réparer ». Et c'est normal, si t'en avais pris soin dès le début, en fait. Il n'y aurait pas besoin de ça. Et on est dans cette logique interventionniste où parce qu'on a peur, il faut intervenir. Parce qu'on intervient, il faut intervenir. Et à la fin, tu finis par dire « Merci de m'avoir sauvé la vie ». Alors qu'en vrai, on t'a juste mis en danger.
Ça, c'est une réalité. On t'a mis en danger. Si t'es allé à l'hôpital, t'allais très bien et t'en es ressorti éventré, qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Et je pense qu'on manque de sagesse, puisque les pays scandinaves considèrent l'accouchement sous péridurale, qui représente 80% en France, c'est vous dire la folie dans laquelle on est, est considéré comme un accouchement d'office avec complications, et considéré comme un accouchement pathologique. C'est une réalité, c'est une vérité, et je pense qu'en fait, nous, on est tellement dans le commerce et dans le bétail, l'abattage, l'usine, il faut que ça aille vite et bien, on cadence les naissances comme à l'usine, le Fordisme, quoi. Que bam, tout va bien. Ah, c'est qu'une césarienne. Bah ouais, mais normalement, il n'y a qu'une césarienne sur 5 qui est vraiment utile. Et tu dois être heureuse, mon bébé, il va bien. Non, mais toi, on te vole la naissance. On vole la naissance à ton petit. On va pas parler de la césarienne aujourd'hui, mais Michel Audin en parle 1000 fois mieux que nous, mais ça vole un capital santé à la mère, au bébé, au suivant. Je veux dire que ça a un impact sur la santé qui est énorme. Et ce, à vie, on n'en est qu'une fois, quoi. Mais on est ventre à tour de bras. Parce que ça rapporte, en fait. C'est une réalité, hein. C'est pas parce qu'on paye pas que ça coûte pas. La césarienne est une chirurgie qui rapporte beaucoup plus que une naissance par voie basse. C'est ça qu'il faut se rendre compte, quoi. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et il y en a beaucoup qui le payent avec la peau de leur bide, avec leurs entrailles à proprement parler. Et ça, je trouve ça dommage. Et quand je vois que ces femmes, elles sont contentes, mais elles remercient l'équipe médicale. Mais en fait, pour moi, c'est le syndrome de Stockholm. C'est des gens qui sont amoureux de leur agresseur, quoi, qui se rendent pas compte. Alors après, tant mieux. Si elles sont contentes, j'ai envie de te dire, mais il y en a plein qui ont un goût d'inachevé, de ça devait pas être ça. Et c'est là où je me dis que l'instinct reprend un petit peu le dessus quand même, parce que si tu te fais éventrer et que tu te dis « Bon, ben merci, c'était génial, les gars, je reviendrai », on est en plein dans le syndrome de Stockholm, il y a quelque chose qui s'est pas... Enfin, je le dis sans mépris, hein, mais eux sont les simples d'esprit, et c'est des gens qui se rendent pas compte et qui du coup sont contents de la médiocrité qu'on leur a servi. Mais c'est un peu le même principe que faire l'amour, quoi. Donc si t'as fait l'amour et que t'as pas joué, soit tu as un goût d'y reviens-y, tu dis, bon, il y a un truc qui n'a pas marché, je vais faire différemment la prochaine fois. Mais si tu te dis juste, bon, ben l'important, c'est d'avoir été pénétré, pourquoi tu fais l'amour, en fait? Il te manque toute la magnificence du truc. C'est pas juste un mauvais quart d'heure à passer, c'est au-delà de ça, il y a d'autres choses à vivre. C'est un peu ce que je trouve dommage, quoi. Et comme on est dans une société hédoniste, cette métaphore qui termes d'hormones et d'environnement. Mais la réflexion autour de toute cette magnificence, ce qu'il y a à vivre, tout ce plaisir, parce que c'est un plaisir d'accoucher, c'est de dire ça aujourd'hui, ou la souffrance. Mais en fait, non, il n'y a pas que ça, c'est pas que ça, et c'est même pas ça. En fait, c'est au-delà de ça, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus transcendant. En fait, cette métaphore, elle devrait parler aux gens. Mais si on leur disait, punaise, le sexe, c'est pas la pornographie, le sexe, ça se vit, c'est intense, c'est génial, c'est ressourçant, c'est extatique, c'est jouissif. Si on leur parlait de l'accouchement de la même façon, je suis sûre qu'il y en a plein qui signeraient pour cette expérience-là. Oui, c'est clair. Moi, je partage ça pour que les femmes, ils ont envie, quand le jour J arrive, ils sont excités, ils ont envie de passer pour cette expérience d'accouchement au lieu d'avoir peur. Et la plupart des femmes que je rencontre, et même moi, j'avais peur. Parce que, voilà, avec les images qu'on voit dans les médias, dans les films et tout ça, on a peur. Voilà, c'est normal. Ce qu'ils nous montrent, c'est une expérience horrible où tu as mal tout le temps. Et en plus, où tu ne sers à rien, où tu es faible, où tu as besoin d'être sauvé. Et toi, tu as levé un sujet que je voulais parler, c'est que on dit que les femmes ne savent pas accoucher. Du coup, on intervient. Et en fait, le fait d'intervenir, ça fait qu'ils ne libèrent pas des hormones qui sont faites pour libérer. Et comme tous les muscles, si on n'utilise pas, on le perd. Donc, il y a déjà peut-être 3 générations de femmes qui ont accouché par césarienne et qui vont peut-être au futur ne pas pouvoir accoucher par voie basse, mais pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais juste parce qu'on a enlevé la pratique de ça, faire ça. Et ça, Michel Audin, il dit que c'est le plus dangereux quand on intervient, c'est que à la base, tous les femmes, ils le savent faire.
À la base, toutes les femmes C'est ça. peuvent le faire. Mais le plus on intervienne, le plus on risque d'avoir des grossesses et des accouchements pathologiques. Parce que, Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. ouais, Et on s'en sert pour justifier, en fait, la surmédicalisation qui fait déjà du mal. Donc, plutôt que de dire non, mais la surmédicalisation fait plus de mal que de bien, on dit non, non, mais les femmes, elles savent de moins en moins accoucher. Mais les gars, mais les femmes, elles savent accoucher depuis que l'humanité existe. Si elles ne savaient pas accoucher, on ne serait pas là. Arrêtez de nous voler notre super pouvoir. Punaise, on est un sexe fort, on est un sexe puissant, c'est un privilège de porter la vie. C'est un privilège. Enfin, je veux dire, moi, en tant que femme, je me suis sentie privilégiée d'être une femme. Je pensais que c'était un sexe faible quand j'étais petite, jusqu'au jour où je tombe enceinte. Alors certes, quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, ouais, j'ai accouché. Ça m'a pas changé la vie. Par contre, quand j'ai accouché à la maison, que je me suis dit, j'ai enfanté. Personne ne m'a touchée, j'ai tout fait moi-même. J'ai sorti mon bébé, je l'ai pris avec mes mains. Je le nourris de mon sein. Mais quelle confiance en moi j'ai gagné. ça te transforme complètement, tu auras. Mais oui, je suis une femme, j'ai ce super pouvoir. Et hors de question que je m'asservisse à quelqu'un qui va s'accaparer ma gloire et m'humilier, mais vraiment me rendre moins que rien, quoi. Tu m'enlèves mon super pouvoir et tu vas me faire croire que si tu n'avais pas été là, ce serait pas arrivé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est marrant, hein. Moi, combien de fois on m'a dit que mes bébés, ils allaient mourir, ben, j'attends encore qu'ils meurent, ils pètent le feu. Et mes filles sont nées, je pense qu'on vit comme on naît. Et moi, je voulais que mes filles, elles naissent libres. Je veux que mes enfants, mais surtout mes filles, quand même, dans ce monde patriarcal, soient des femmes libres. Les indigènes, on dit ça, aromita kiasi. Ça veut dire exactement ce que tu fais. Je naître libre, je vive libre. Je pense qu'en France, on a oublié ça. On a oublié, en fait, on est tellement habitué à la captivité, à l'asservissement que... voilà, il y a 70% des déclenchements qui ne sont pas nécessaires. Ça veut dire qu'il y a 70% des femmes à qui on a fait... Sur 100% des femmes à qui on a proposé un déclenchement, il y a 70% de femmes qui sont soumises. Et puis, il y en a qui savent qu'elles peuvent dire non, mais qui y vont quand même parce que finalement, en fait, c'est un peu la métaphore de l'oiseau dans la cage, quoi. L'oiseau dans la cage, il ne vit pas sa meilleure vie. Par contre, le jour où tu ouvres la porte, il va se rendre compte que la cage, c'était quand même très sécurisant. Ouais. Donc, en fait, cette illusion de sécurité, elle maintient captif aussi. Il y a une part de peur auquel les femmes se soumettent. Elles se soumettent à la coercition, elles se soumettent à la peur et finalement, elles ne prennent pas leurs responsabilités. Elles les cèdent. Elles les cèdent en même temps que leur souveraineté. Et il se passe ce qui se passe, hein. Les chiffres ne sont pas brillants. Ouais. Il y a un prix à payer. Dommage pour elles. Voilà, tu n'as pas la garantie. En fait, et c'est drôle cette idée que si tu accouches à l'hôpital avec des médecins, il t'est garanti que ton enfant va bien être. Parce qu'il y a plein d'interventions. Moi, je connais plein de femmes qui ont, voilà, en déclenchement, qui ont la pitocine, qui bébé est né avec du stress. Et que s'ils auraient été à la maison, peut-être tout aurait bien passé. Je sais pas, parce qu'on n'est pas Dieu pour dire. Mais je trouve tout simplement drôle cette idée qui est... En fait, vu que c'est pas ma responsabilité, je le donne à quelqu'un d'autre. C'est la personne qui garantit que mon bébé va bien. Alors que C'est ça. la personne qui a le plus de pouvoir pour faire que bébé aille bien, c'est la mère. C'est ça. Comme si, en fait, on n'était pas l'experte de notre corps, l'experte de ce bébé qu'on porte, en fait. Et c'est là où il y a un souci. Je pense vraiment que c'est le dogme médical, et je parle bien de dogme. Parce qu'on a vraiment un mode de pensée vis-à-vis de ce dogme-là qui renvoie à tout un tas de questions philosophiques et sociétales, en fait. Comment on réagit, comment on perçoit la douleur, comment on la traite, comment on perçoit la mort. Ben, la mort, c'est un tabou, on ne supporte pas de souffrir au moindre petit truc, on prend un Doliprane. Enfin, on est quand même dans une société où toutes ces choses-là n'ont plus leur place.
comme si ça faisait pas partie de la vie, comme si ça méritait pas d'être vécu, en fait. Non, non, non. Je pense que en fait, on est dans un prisme de pensée qui nous enferme dans ce dogme médical où le médical et la science sont tout-puissants et ce sont eux les sachants, quoi. Et je pense que rien que là, il y a les blouses blanches ne sont pas des dieux. Ils sont juste des êtres humains comme nous. Certes, ils ont fait des études, plus ou moins pertinentes selon les domaines. On va pas se mentir, quand je vois qu'une sage-femme en France s'est réduite à être les petites mains des gynécos qui ne connaissent strictement rien à la physiologie, qui n'ont jamais vu une naissance en dehors de la captivité, enfin, on a perdu l'essence même du métier de sage-femme. Et donc, comment voulez-vous que on fasse évoluer des pratiques et des mentalités quand on s'enferme dans des carcans et des automatismes comme ça? Non. Tout est calibré, la naissance est calibrée. 1 centimètre par heure, puis voilà, et puis la quantité des os, et puis la position, et puis... En fait, vraiment, on dirait un porno. Il faut que tout le scénario se passe exactement comme on l'a défini. C'est pas possible. Le corps de la femme, c'est une horloge suisse singulière à chaque fois. C'est-à-dire que notre corps est prodigieux, il est fait pour réaliser des exploits, c'est juste qu'il faut lui laisser le temps et le mettre dans le bon environnement. Tu le changes d'environnement, il devient handicapé et tu arrives à potentiellement la pathologie. Mais si tu lui fous la paix, je te jure que l'horloge, elle fonctionne, elle va te donner l'heure. Son heure propre, pas celle que tu auras définie toi, pas celle que tu as envie de lire, mais voilà. Et comme on rentre pas, comme notre corps n'est pas docile, il ne rentre pas dans ces normes arbitraires, on est défaillante, il faut intervenir, et tu nous remercieras de t'avoir éventré parce que c'est la suite logique des choses, quoi. Donc, moi, je rentre pas dans ce... Enfin, j'ai pas envie d'adhérer à ces croyances, à ces mythes, et puis surtout à ces mensonges, en fait. Ouais. Ce qui a fait que mes 2 filles sont nées à la maison, libres. Ouais, c'est quand, du coup, que tu t'es dit, voilà, maintenant, je vais les prendre dans mes mains et je vais avoir un accouchement, voilà, en totale liberté, où je vais être responsable pour ça. C'est quand que tu as... comment est-ce que tu as déjà décidé de ne pas te rendre à l'hôpital ou de ne même pas avoir une sage-femme chez toi pour tes accouchements? Ah ben, alors déjà, c'était ma conception des choses, comme je l'ai expliqué au début, mais là, je suis sortie de l'hôpital, j'avais mon bébé dans le cosy, j'ai dit plus jamais. Hein. J'ai dit maintenant, c'est dans ma douche, envers et contre tout. Et quand j'ai rencontré mon ex-mari, avec qui j'ai eu mes 2 filles, les 2 suivantes qui sont à la maison, je l'avais prévenu. Hein. J'ai dit, écoute-moi bien, on va se marier et on va avoir des enfants, ça c'est la suite logique des choses, mais par contre, les enfants, je t'explique, ils ne naîtront jamais, jamais, strictement jamais, à l'hôpital, ni dans les bras, les mains d'un inconnu, jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire qu'ils vont naître chez nous. Et au début, il avait pris ça un peu à la légère. Oui, oui, jusqu'au jour où je tombe enceinte. Alors sinon, pour l'accouchement, est-ce que tu es sûre? Non, mais je vais te raconter mon premier accouchement. Je vais te le raconter en détail. Je vais te dire comment je me suis sentie. Je vais te faire tout le champ lexical de la douleur et du cauchemar. Tu vas vite comprendre à quel point je n'y retournerai pas. Violer un endroit, tu n'y retournes pas une deuxième fois. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut... Hein, j'ai pas aimé ça. Donc, c'était vidu. Mais il a dit, bon, d'accord, mais moi, c'est mon premier, donc je voudrais une sage-femme. Et je l'ai mis au défi, je lui ai dit, écoute, si tu trouves la sage-femme, ok, on en prendra une. Il a cherché une nuit, le lendemain, il m'a dit, c'est bon, j'ai une sage-femme. J'ai dit, ok, on a une sage-femme, par contre, je te préviens, elle aura pas le temps d'arriver. J'adore. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, je me rappelle de la souffrance, parce que j'ai vraiment souffert, quoi, à l'hôpital. Et puis, pendant mon travail à la maison, j'étais bien, quoi. Franchement, j'étais tranquille. Moi, la sage-femme, je l'appelle au téléphone, je dis franchement, je suis bien. Non, mais te presse pas, on a le temps. Mais je suis sûre de moi. Je suis sûre que je ressens, quoi. Et elle dit quoi? Elle dit non, mais t'es sûre parce que je dois amener 2 gamins au brevet.
Si t'es pas sûr, je trouve un plan B. Et moi, je lui ai dit, attends, mais eux, les gamins, ils jouent leur vie. Tu vois, à cet âge-là, c'est hyper important. T'as l'impression que tu joues ta vie, alors qu'en vrai, bon, c'est pas si impressionnant que ça. Mais moi, je me suis dit, ouais, non, mais attends, l'humanité enfante depuis que l'humanité existe, globalement, moi, ça va pas changer ma vie, qu'elle soit là ou pas. Franchement, je le sens bien, elle a le temps, quoi. Et là, Parler bien après. t'étais en travail à ce moment-là. Ah oui, ben oui, j'étais chez moi dans ma baignoire, épouse. Ben, 30 minutes après, ma fille, elle est née. D'accord, donc t'étais bien en travail. C'est impressionnant. Ah oui, j'étais bien en travail, c'est-à-dire que j'ai accouché en quoi? J'ai accouché en 4 heures. Déjà, pour mon aîné, j'étais dilatée en 6 heures. À fond. Donc, pour un premier, c'est très bien. Bon, ben, la deuxième, 4 heures. Mais j'étais sûre de moi, c'est-à-dire que là, j'étais pas en souffrance. Je me suis juste dit que j'avais eu mal les 20 dernières minutes, quoi. Puis, mais vraiment, quand j'ai accouché, c'est-à-dire, j'ai même pas poussé, quoi. J'ai soufflé mon bébé. Ma fille, elle est née. J'ai dit, mais c'est tout. C'est ça d'accoucher. Et j'ai dit à mon mari, qui est partant pour un 3e tour, j'ai levé la main. Le mec, il m'a dit, mais t'es complètement malade. Et j'ai dit, je te jure, écoute, en vrai, ça va, hein. Tranquille, quoi. Enfin, moi, je te fais ça toutes les semaines. Ça tous les week-ends, ouais? Ah ouais, j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré. C'était fou. J'ai pris mon bébé, je l'ai posé contre moi. La sage-femme, elle est arrivée quoi? Et ton 3 quarts d'heure après. quand il est sorti, il a pleuré tout de suite ou comment ça se passait, Tao? Non? Non, même pas. Non, elle a pas pleuré. Elle avait, tu sais, je dirais pas qu'elle avait eu du mal à l'atterrir, mais elle avait quelques glaires, tranquille. Et puis, Ils sont connectés au placenta, ils n'ont pas besoin de pleurer tout de suite, hein. Ça, c'est un truc. non, mais voilà. Et moi, je me foutais de l'heure. Je n'ai rien à foutre de rien. Tout ce qui m'importait, c'était d'avoir mon bébé contre moi, de le mettre au sein. Déjà dans l'obscurité, j'étais dans mon lit. Il y avait mon mari, il y avait ma fille aînée. En fait, on était au complet. Le reste, le monde pouvait tourner. Mon temps s'était arrêté. Et j'ai vécu, quoi. Et j'ai savouré, j'ai profité. C'était jouissif. Vraiment, c'était jouissif. Cette naissance m'a guéri de la première. J'ai vécu un truc, je me suis offert, mais une expérience, mais magnifique. Vraiment, je la relivrerai toutes les semaines, sans problème, avec joie, avec beaucoup de joie. Tu dis ça sur le accouchement, je pourrais revivre ça toutes les semaines. Ah ben c'est ça, mais en fait, c'est un discours que tu tiens que quand tu as vraiment une expérience respectée et imperturbée, quoi. Ça t'en puissance, là, tu lis vraiment ce qu'il y avait à vivre, quelque chose d'extatique, de jouissif, de fort, d'intense, de magique. Il n'y a pas d'égal. Je crois que c'est vraiment l'expérience la plus folle qu'un être humain peut vivre sur cette planète. Et il n'y a rien qui égalera ce shoot d'hormones, cette puissance. Mais c'est... Je sais pas comment dire, je pourrais dire animal, mais je préférais dire c'est primitif. Sauvage. Quelque chose, ouais. Puis c'est quelque chose que t'es faite pour vivre, quoi. Puis comme je le dis tout le temps, la naissance et l'accouchement, c'est le berceau de la parentalité. Quand tu rentres dans la parentalité avec une expérience comme ça, mais tu crains des gueux. Mais tu peux soulever des montagnes, en fait. T'as une confiance en toi. Ton rôle de mère, il est assis. Il est assis, il est vissé, il ne bougera pas. Parce que ton instinct, il est au max. Parce que tu connais ton bébé, tu as fait équipe avec lui, tu le sens, tu le ressens. Là, ça dépasse les mots. Hein. C'est ce qu'on met derrière cette étiquette instinct maternel. Mais c'est ça, puissance 1000, en fait. Après avoir enfanté, on a un grand miroir dans le couloir. Et moi, je passais, je me disais, alors j'avais juste envie je me sentais une tigresse, tu vois. J'ai jamais, c'est ça. J'étais si proche à ma forme animalesque qui après avoir enfanté. Mais t'es pas en train, quand t'accouches, une femme qui enfante est une femme qui crie. Comme les tennisman, elle extériorise cette puissance qui se passe à l'intérieur de son corps. Mais elle crie pas, quoi. Elle rugit. Il y a quelque chose
de majestueux dans cette forme mammalienne primitive là et waouh, mais ça n'a pas d'égal. Ça n'a pas d'égal, je adoré. Ça peut effrayer, hein, mais ça fait peur de se dire que les femmes, elles sont puissantes, qu'elles ont ce super pouvoir et que, ouais, franchement, je comprends qu'on se sente menacé, ouais. Mais non, je récupère cet héritage qui m'appartient, en fait. Je me le laisse pas voler. C'est inhérent à mon essence de femme. C'est comme ça. Je le cède pas. Je le garde. Et j'en fais profiter mes enfants, en fait. Parce que mes filles, elles savent qu'elles sont nées comme ça. Et celles qui étaient déjà nées, elles ont vu comment leurs sœurs sont nées. Et il y a eu un reportage photo de la dernière. Donc je veux dire, elles savent. Elles baignent dedans. Non, je t'ai aimé au point que j'ai laissé personne te toucher. Personne avec des gants. Je t'ai aimé au point que j'ai gardé ta bulle, ta sécurité. Tu es née à la maison dans la plus grande des sécurités, dans la plus grande intimité, en fait. Tu as été aimée et désirée au point que je t'ai préservée. Tu as été précieuse au point que je te mette pas dans n'importe quelle main. Si mes filles elles devaient retenir qu'une seule chose de mon amour, j'aimerais que ça soit ça. Mais c'est une des premières choses que je leur ai offert dans la vie, ouais. Et ça, qu'est-ce que je suis fière. Je les ai nourries de mes seins dont on s'est allègrement moqué quand j'étais au collège ou au lycée, parce que j'en ai pas beaucoup. Mais mes seins, ils sont beaux, ils ont nourri mes enfants. Et mes petits seins, aussi petits soient-ils, ils ont produit des litres de lait, ils ont nourri, ils ont fait grandir de la meilleure manière qui soit 3 êtres humains. Et je leur ai laissé cet héritage, ce capital santé, et puis cet héritage culturel, en fait. Parce que le biberon, quoi qu'on en dise, c'est devenu une norme sociétale, mais ça n'est pas une norme biologique. En fait, mon corps suffit. Mon corps suffit à faire grandir un enfant, à le nourrir, à le réconforter, à le réchauffer. Mon corps, c'est ça. Et Il me demande ta fille, elle a pas de tétine? Je dis, c'est moi la tétine quand elle a besoin. ouais, c'est ça. Je n'ai pas cédé à un bout de plastique, mon rôle. Mais elle s'exprime tellement bien. Bah oui, parce que elle pouvait pleurer. Et on la faisait un câlin. On ne mettait pas une tétine parce que ça nous fait trop mal quand elle pleure. Non, on sentait notre corps, c'est vrai que ça nous fait mal quand il pleure. On le sent, on est courageuse pour qu'il puisse voir, voilà, quand on a des émotions, c'est comme ça qu'on le vit. On le sent, on est courageux. Et Non, mais c'est ça. On muselle pas un enfant avec une tétine. Enfin, on muselle pas un enfant avec le sein comme on le fait avec une tétine, en fait. Parce que quand tu prends ton petit contre toi, que tu le mets contre le sein, ton petit, il est dans une bulle. Il est contenu par un être humain. C'est pas la même chose que juste ce besoin primaire de sucer, enfin de téter, quoi. C'est bien au-delà. C'est bien au-delà. Il y a un accompagnement global que la tétine ne fournira pas. Je veux dire, mon corps vaut mais 1000 fois mieux que tous ces accessoires horriblement chers et inutiles de puériculture. Toutes ces conneries, parce qu'on pense qu'on a acheté, comment on appelle ça là, les trucs qui balancent à 400 balles, ça y est, le bébé il va être bien, t'es un bon parent. Non, il n'y a rien qui remplace tes bras, il n'y a rien qui remplace la chaleur de ton corps, il n'y a rien qui remplace ton odeur, il n'y a rien qui remplace les battements de ton cœur, rien. C'est inestimable ça, tu vaux plus que 400 balles, donc garde-les. Fais autre chose avec, de vachement plus utile, et colle-le ton bébé, colle-le, c'est un mammifère. Il ne sait pas dans quelle époque il est arrivé, c'est un être éminemment sensoriel, l'essence même de l'être primitif, quoi. Il vit par ses sens, il vit dans l'instantané, il attend qu'une seule chose, c'est son repère, c'est sa mère. C'est la femme qu'il a entendue pendant 9 mois dans le ventre, il la reconnaît à l'odeur des hormones, voilà, c'est ça. Le lait, ça a le goût du liquide amniotique, tout est fait pour l'apaiser, quoi. Il n'y a rien qui remplace la mère. C'est comme ça. On pourra s'amuser à jouer contre la nature pendant des décennies, c'est nous qui allons perdre, hein. Parce que le petit être humain, il se trompe pas. Il sait ce qu'il veut. Il sait de quoi il a besoin, et il sait si on lui refourgue de la merde ou si on essaye de faire semblant. La voix de sa mère, l'odeur de sa mère, le goût du lait, ça trompe pas. Voilà. On ne trompe pas un être humain avec ses instincts, ça n'est pas possible. Après,
en grandissant, on peut lui apprendre que le McDo, c'est meilleur que la bouffe gastronomique bio du jardin. Ça, c'est une éducation. Et en tout cas, à 12 ans, il va croire ça. À 12 ans, il va le croire. Après, c'est une question d'éducation, mais à 12 ans, il va le croire. Donc, soit tu respectes ses instincts dès la naissance et tu essayes de faire un être le plus proche possible de sa nature mammalienne et de ses besoins globaux. Soit déjà, tu commences à... Comment je pourrais dire ça poliment? Soit tu commences déjà à le tromper et son instinct, il va pas s'en servir longtemps. C'est ok, aujourd'hui, on est des gens tellement déconnectés de nos besoins physiologiques d'être humain. On met des chaussures avec des talons comme ça, alors qu'on est fait pour du barefoot, pour du pieds nus. On bouffe des trucs, de la nourriture morte, mais dès la naissance avec la poudre industrielle, là, mais ça continue avec le McDo, ça continue avec tous les trucs qui sont dans les supermarchés. On ne sait même plus reconnaître une plante sauvage. Enfin, je veux dire, on ne sait plus se nourrir. Il y a plein de choses où on est complètement décalé avec les écrans, la lumière et tout. On se couche à pas d'heure. Et en fait, tout notre corps, il est perturbé. On ne sait même plus répondre à nos besoins de base. Et si on pouvait faire ça au moins, le temps de la naissance et quand le bébé il est petit, quand il est encore au format nourrisson, qu'il est tout petit, trop mignon, que la seule chose qu'il y a à faire, c'est le mettre au sein et le coller. C'est basique, c'est binaire. Ça te demande une seule chose, c'est du lâcher prise et du temps. Ça te demande d'arrêter de compter. D'être productif, de pas... Voilà. Oui, c'est ça, de lâcher ta montre, d'arrêter de penser productivité, stop. Juste, tu reviens au rythme de l'être humain. Là, déjà, si on pouvait au moins ce temps-là lui éviter des perversions et des violences, je pense que l'humanité s'en porterait déjà mieux. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je sais qu'en disant des trucs comme ça, potentiellement, les gens vont se fâcher, vont se sentir jugés. Sauf que je suis à l'aise avec mon propos, que ça ne m'a pas empêché d'être une mère qui a foiré son allaitement pour la première et qui a dû avoir la fameuse poudre industrielle, donc la préparation commerciale pour nourrissons, et qui ont fait ce qu'on peut avec les connaissances qu'on a, déjà pour commencer. Et pour le reste, je dirais que heureusement qu'on peut encore débattre d'idées et dire des vérités, que c'est pas pour autant qu'on pose un jugement sur les gens qui font des choix différents. L'idée, justement, de proposer une autre point de vue et que si ça sert aux gens, si ça sert à d'autres femmes, qu'elles puissent le prendre pour elles aussi. Parce que moi, c'est ça. J'avais besoin d'entendre d'autres femmes qui disaient des choses comme tu viens de dire. Et quand je l'ai entendu, je dis « Ah oui, c'est possible ». Moi, j'avais acheté des tétines, hein, parce que je voyais tout le monde autour de moi avec des tétines. Du coup, 3 mois ensemble, j'ai pris une tétine. Mais ça. Et après, je me suis dit « Mais attends, si j'allaite, j'ai pas besoin de tétines, mais je ne sauvais pas. » On est tellement conditionnés. Ah, c'est ça. Et du coup, ça m'a fait tellement du bien. Et c'est vrai que ça m'a blessée un peu, mais ça m'a blessée parce que j'avais envie aussi de le faire. Et je ne m'autorisais pas. Et du coup, ça m'a blessée parce que ça me montrait que je n'étais pas assez courageuse. Mais au final, j'étais assez courageuse. Je l'ai fait. Et en fait, ça blesse un petit peu au début. Mais d'entendre ces vérités, voilà. Après, on ne parle pas des mamans qui ne peuvent pas allaiter, voilà. Non, bien sûr, je pense que c'est même pas de ça. C'est nécessaire pour toutes les femmes qui ne peuvent pas. Comme l'hôpital, c'est là pour des grossesses vraiment pathologiques, pour des... C'est ça. Et ça, c'est génial que ça existe. C'est super qu'on vive dans un temps où, voilà, il y a ça. Mais c'est aussi génial qu'il y en a des femmes assez courageuses, comme toi, qui disent ouvertement, voilà, ce qu'ils pensent et leur expérience. Comme ça, voilà, ça peut arriver à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ça. Et ça, je te remercie d'être... Je pense que... c'est génial. Je me dis, il faut être un petit peu pragmatique, quoi. La première cause de mortalité en France des mères, c'est le suicide. Ça veut dire que sont pas bien dans leur rôle, qui sont pas bien dans leur vie. Pour arriver au suicide, ça veut dire qu'on est allé quand même profondément dans l'état dépressif et donc dans le manque d'hormones positives, d'hormones de l'amour, d'hormones du plaisir. Et en fait, si déjà on accouche sans ces hormones-là, c'est compliqué pour s'attacher à son petit, pour assumer d'en prendre soin H24.
c'est compliqué. Mais quand je vois qu'en plus, s'il n'y a pas les hormones de l'allaitement, s'il n'y a pas toutes ces choses-là, en fait, on est en train de faire des mères dénuées d'hormones. Voilà. On fait des naissances sociales plus mammaliennes. Et donc, on perd l'essence du truc. Et quand je me dis, punaise, il y a toutes ces femmes qui se suicident parce qu'en fait, elles sont malheureuses, elles sont dans une détresse, il faut quand même se rendre compte. Parce que je pense qu'on a tellement été à l'opposé, on a tellement été contre nature dans notre façon d'aborder la grossesse, de mettre au monde les enfants, de les nourrir, qu'au final, on tombe dans dans un manque d'hormones qui nous conduit à la détresse, et cette détresse qui trouve pas d'issue, malheureusement. Et là, je me dis, il faut quand même peut-être qu'on réalise, quoi. On fait des enfants, c'est pas pour qu'ils soient orphelins, en réalité. On est bien d'accord, normalement. Des femmes, ça commence avec la menstruation, où on nous donne une pilule. Et voilà. Hop, on camoufle le cycle, on camoufle les douleurs, hop, tu vas bien. Voilà. Fais quoi, ce qu'on attend de toi. Voilà, donc ça, c'est le premier rite de passage que déjà, on vivre pas en tant que femme, parce que, voilà, t'as eu tes règles, voilà, on va au gynéco, tu prends la pilule, maintenant tu peux avoir le bébé, il faut que tu fasses gaffe. Alors que c'est beaucoup plus que ça, c'est où C'est vrai. tu as accès à ta sagesse féminin, voilà, c'est où tu deviens, où tu peux devenir mère, effectivement, mais où tu as accès à ça, où tu deviens ta sorcière, par exemple. C'est là à ce moment. Et après, ça enchaîne avec l'accouchement. Si on ne vit pas bien l'accouchement, on ne va pas bien vivre la ménopause. On ne va pas bien vivre le postpartum. Déjà, on ne va pas bien vivre la ménopause. Et c'est toute une vie de rite de passage où on ne le vit pas en tant que femme. C'est-à-dire qu'entre les ménages, donc l'apparition des premières règles, et le moment où on conçoit un enfant, c'est-à-dire en théorie, on a quand même quelques années, et ces années-là, elles peuvent être mises à profit pour apprendre à connaître son corps, à l'écouter, devenir autonome, quoi. Là, on met une contraception pour lisser tout ce bordel, et comme ça, tu te poses pas de questions. Tu te poses pas de questions, mais le jour où tu as besoin, tu seras dépendante du médical, parce qu'en fait, tu ne te connais pas, et tu penses que l'expert de ton corps, c'est celui qui a passé son temps à museler. C'est pas possible. Et je trouve ça dommage. Parce que même, je pense que, par exemple, on ne sait pas que la ménopause, c'est un processus long qui dure plusieurs années, que la périménopause, ça dure quelques années. Et en fait, si on ne se connaît pas, on ne sait pas qu'on rentre dans ce processus, on ne sait pas l'accueillir, on ne sait pas le vivre. Donc finalement, on va essayer de le lisser à coup de pilule, pareil. Hop, on muselle, on camoufle, on met... Et c'est dommage. C'est dommage, parce que finalement, notre corps, il n'a pas beaucoup l'occasion de parler, quoi. Et il a tellement de choses à dire et à nous montrer. Parce que notre corps, on l'incarne. Je veux dire, dans notre tête, toute cette matière qui n'est pas palpable, notre âme, elle est bien incarnée quelque part. Elle ne vieillit pas. Sinon, les gens qui... je sais pas vous, mais moi, mes grands-parents, mes tantes, j'entends tout le monde me dire « Oh, mais moi, mon corps, il a tel âge, mais je me sens pas avoir tel âge. Dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. » Mais c'est une réalité. Le corps vieillit, l'âme pas. Et on se retrouve que finalement, on passe tellement notre temps à museler notre corps, à le faire taire, qu'on n'a pas le temps de vraiment l'incarner. Et on passe notre temps à lui faire la guerre, les kilos en trop, la cellulite, et si. Ouais, mais c'est plus que ça encore. C'est plus que ça. C'est plus que des kilos et de la cellulite. C'est de la puissance pure, en fait. C'est comme si tu avais une voiture et que tu passais ton temps, en fait, à rouler à 20, 30, parce que bon, faut pas déranger quand même, hein. T'es un Jaguar et tu peux aller prendre l'autoroute. Ils essaient de contenir le pouvoir féminin avec des contrôles des hormones, des pilules, voilà, il faut se porter comme ci, comme ça dans la société. Il faut reprendre le travail quand ton bébé il a 2 mois. On ne laisse pas vivre la potentialité. T'as encore les seins qui dégueulent de lait, qui débordent. T'es encore en train de saigner. Je veux dire, là, si tu saignes en postpartum, et voilà, quoi. Et là, tu dois encore être productive alors que tu viens d'avoir un petit. Aberration. Et tu dois confier ton petit, pour qui tu es son monde, en fait, hein, vraiment, à une inconnue. Bienvenue dans notre société inhumaine. C'est pour ça que tu as plus d'aide pour la crèche que pour un congé parental. C'est aberrant, hein.
C'est aberrant. Parce que Mais voilà. bon, après, c'est un choix. C'est un choix. Chacun fait ses choix en fonction de ce qu'il peut, ses convictions, tout ça. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un honneur et j'ai été une heureuse mère au foyer. Parce que j'ai été mère au foyer à partir du moment où ma deuxième est née. Enfin, à partir du moment où oui, voilà, ma deuxième est née, j'ai eu ma troisième et puis je suis restée encore en congé parental pendant 2 ans. Donc ouais, j'ai profité. Ça a été des litres de lait, beaucoup de cuisine. Je me suis régalée à leur cuisiner des trucs, à passer du temps avec mes enfants, à dormir avec mes enfants, à faire du cododo. Et je regrette pas loin du monde parce que ça grandit et ça grandit vite. C'est-à-dire que quand on est parent, les journées sont longues, mais les années sont courtes. Faut pas perdre ça de vue. Faut profiter tant qu'ils sont là, quoi. Ils sont pas faits. Enfin, c'est les nôtres, façon de parler, mais ils sont pas faits pour. Ils sont faits pour quitter le nid. Ils sont pas faits pour nous appartenir. Et donc il y a bien un moment où il faut qu'on C'est qu'on une les étape de le voir grandir, en fait. C'est ça. C'est un cadeau. C'est un cadeau, ouais. Pour mon deuxième, j'ai pu prendre du temps à la maison. Donc, sa première année, je suis encore là. Et pour ma première, j'étais obligée. Voilà. J'ai dû reprendre le travail. Mais par contre, je l'allaitais chaque 3 heures. Donc, elle était gardée. Je prenais la trottinette et vroom, allaitait. Et vroom, revient au travail. Et vroom, allaitait. Waouh. Du coup, j'étais épuisée à la fin de la journée. Mais je changerais rien. Parce que, bah voilà, là, elle rentre à l'école et elle est jamais malade. Puis elle m'embouche n'importe quoi. Elle prend tous les trucs virales. Elle est jamais malade. En plus, elle est vraiment sûre d'elle-même. Elle a tellement confiance en elle-même parce qu'elle a eu ses câlins. Elle était vraiment avec maman. Mais le port d'attache était tellement sécure. Voilà, Quand elle quitte le port, elle est sûre que si jamais elle peut revenir, quoi. c'est ça. C'est capital. Mais c'est beau, c'est beau. Au début, quand on fait tout ça, ces choix de maternage proximal et euh, on voit surtout les de la société, mais on voit pas tout de suite le fruit, en fait. Et c'est les années qui nous donnent raison. Et ça, c'est beau, hein. Franchement, quand mon aînée, elle a fait 10 ans, ben, j'ai pris un petit coup de vieux quand même. Mais je me suis félicitée. Je me suis dit, ouais, mais t'as fait du bon boulot, quoi. T'as fait ce que t'as pu, parce que le premier, ben, peu cher, il essuie tous les pots cassés, mais il t'aime quand même. Et puis, t'apprends de tes erreurs, et puis Puis voilà, c'est la première fois que je suis maman d'une fille de 10 ans, d'une fille de 11 ans, donc toute ma vie, je vais apprendre en tant que maman avec elle, premièrement, mais c'est beau. C'est beau de voir le recul de ce qu'on a fait, de voir le fruit que ça porte. C'est encourageant et ça donne la force de continuer à nourrir son petit, déjà nous, de toujours remettre en question les choses, aller chercher le meilleur, s'éduquer, s'informer, évoluer, progresser pour transmettre quelque chose pour qu'en fait notre petit n'ait pas ce cheminement à faire. En fait, quand on lui transmet quelque chose, on lui transmet notre haut niveau, mais lui, c'est sa base. Le but, c'est qu'il aille vachement plus loin que nous et qu'après, il transmette lui-même à son petit. Et à ce moment-là, on sera des grands-parents et on transmettra autre chose que le temps nous aura appris, que la sagesse nous aura donné. Mais pour l'instant, en tant que parent, c'est notre part, c'est ça. Mon chéri, moi j'ai vécu, je vais te filer tout ce que je sais, tu vas du temps. Et c'est comme ça que les générations évoluent. En théorie, hein, je dis bien en théorie, parce qu'il faut vraiment partir du principe que ces enfants, ils grandissent tout seuls, mais c'est à nous de les nourrir. C'est nous qui pourvoyons en théorie. Donc, en fonction des racines qu'on veut voir en eux, des belles plantes qu'on veut voir en eux, des bourgeons qu'on veut voir fleurir, et c'est à nous de nourrir. C'est pas ça grandit tout seul avec de l'herbe et de l'eau et un peu de soleil, mais il y a autre chose quand même. C'est des adultes en construction et tout le reste, c'est l'éducation, c'est du savoir-vivre de base. C'est pas ça. Le plus délicat pour moi, c'est pas l'éducation. C'est ce qu'on va transmettre en termes de valeurs, de réflexion et de richesse d'esprit, en fait. Et pour tout ça, il y a un travail à faire avec nous-mêmes. Voilà, de pas... Exactement. Je pense que
Moi, je me suis posé la question plusieurs fois, comment éduquer mes enfants. Et en fait, c'est que de faire du travail sur moi-même, parce qu'en fait, ils copient. Voilà, ils te voient vivre et ils font pareil. Et comme tu as dit, si déjà on n'intervient pas et qu'on le laisse le soleil, voilà, qu'on le laisse dans son ciel sans intervenir, quand il n'y a pas besoin, ça déjà, c'est non, parce qu'il y a plein de parents qui interviennent tout le temps, qui ont peur tout le temps et qui, du coup, transmettent leur peur à leurs enfants. Mais il y a aussi une partie du travail qui est ce de voir ces émotions, voilà, de voir nos blocages, de voir nos croyances limitantes. Et quand on travaille sur nous-mêmes, c'est obligé, voilà, nos enfants, ils sont avec nous tout le temps. Donc, j'ai déjà eu cette question de maman, je dis comment je fais pour être la meilleure maman à mon enfant? Bah, sois la meilleure personne à toi-même, tu vois, genre prends soin de toi, c'est ça que tu peux faire pour ton enfant. Et je pense que quand on parle d'accouchement, on oublie ça aussi. On dit, ah, il faut juste que bébé aille bien. Mais attends, bébé, il va bien quand la mère, elle va bien. Quand maman, elle va bien, bébé, il va bien. Aussi, ouais. Ils sont une seule chose avant l'accouchement, ils sont connectés. Donc, si tu veux que bébé aille bien, il faut pas oublier le maman. Maman, il faut qu'elle aille bien aussi. Il y a des trucs qu'au niveau des récits de naissance, tu sais, ça m'a toujours un petit peu marqué. On est d'accord que quand on est parent, on a un amour inconditionnel pour nos enfants. Ils nous doivent rien. Ils nous doivent rien. Et en fait, quand j'entends des gens, mais même des gens plus âgés, attention, qui nous disent « Ah ben, celle-là, elle m'a valu 48 heures de travail, 12 points. Tu vois, putain, t'as l'impression, c'est le gosse, il est responsable d'un truc. Alors, le gosse, il sait naître, en fait. C'est juste, on lui a pas laissé performer. Tu vois, on l'a pas laissé faire son spectacle, tu vois. Juste, on a attendu de lui que... Ou alors, on a attendu de l'expérience qu'elle soit hyper lisse, tout anesthésiée, tac, tac. Et en fait, le petit, il a pas sa place. Et du coup, quand j'entends « Oh ben, il m'a valu tant de temps de travail. Et j'ai pas dormi la nuit, il m'a valu ça. Oh ben... je sais pas, parce que là, ça me remet pas. Mais c'est des trucs qui me choquent. C'est-à-dire qu'on rend, nous, la responsabilité de l'enfant du catastrophe de la naissance, alors qu'en fait, c'est toi. Dans quel environnement tu t'es mis pour le faire naître, ce petit? Parce que si vraiment on tient cette dette à nos enfants, mais les enfants, ils pourraient venir nous dire en tant que parents, attends, tu me dois des trucs aussi. Moi, mon aînée, elle aurait pu me dire, t'imagines si je disais de mon aînée, avec elle, on m'a forcé à la péridurale, j'ai eu 11 points, responsable de rien. T'imagines si elle m'avait dit, t'avais qu'à être moins con et me faire naître à la maison, en fait. Tu voulais pas qu'on te suture, t'avais pas qu'à pas céder ta chatte à des gens que tu connais pas. Non, mais sans déconner. Et elle aurait pu dire pire, tu vois, par exemple, à des gens à qui on a fait une épisiotomie, on les a mutilés. Ah, mais lui, il m'a valu une épisiotomie. Non, mais tu te rends compte dans quelles conditions je suis née? Non, mais je veux dire, je pense que c'est nos enfants qui pourraient nous en vouloir. Bah, toi, si on devait te dire, toi, là, maintenant, écoute, tu peux décider de revivre ta naissance. Alors moi, personnellement, que je la revivrai pas, quoique je pense qu'il y a pire quand même, donc pour le truc, ouais, pour l'expérience, je le ferai, mais t'imagines si on devait te dire, tu as le choix de revivre ta naissance, ou tu as le choix de décider quelle naissance tu veux, tu dirais jamais, alors moi, je rêve d'être ébloui par un putain de néon avec des gens avec des masques graves chelous et des gants qui me trifouillent, alors que moi, la seule chose que je connais, c'est le milieu aquatique, qui me jette sur ma mère, qui coupe mon cordon comme ça, bam, je suis en difficulté quand j'arrive, qui passent leur temps à gueuler. Non, mais je veux dire que c'est lunaire. Choisir de naître. Mais oui, à l'époque, on leur mettait des tartes en plus peu cher. Mais si tu devais choisir comment tu naîtrais, tu dirais, bon, moi, j'aimerais mieux être dans ma piole, tranquille, ou dans ma baignoire, pas trop de bruit, l'obscurité, pas d'inconnu qui me touche. Tu vois, des traumatismes en moins, en fait. Juste ça. Quand on voit que si on reste à la maison, il sort comme du beurre. Au Brésil, on dit il sort comme du beurre. J'adore. Voilà, dire c'est vrai qu'ils ils savent naître. Moi, quand j'ai appris que tous les bébés font à peu près le même mouvement, tu vois, pour sortir, j'étais complètement étonnée parce que je croyais que c'était un truc par hasard. Genre, c'est par hasard, peut-être bébé il va naître avec sa maman d'abord,
j'ai de la chance, ils naissent bien. Mais non, en fait, la plupart des bébés, ils font les mêmes mouvements pour naître, voilà. Et quand j'ai appris ça, je dis, mais en fait, c'est un truc magique. Comme tu as dit, c'est un horloge suisse. En fait, notre corps, il est programmé pour donner naissance et nos bébés aussi. Et moi, j'ai eu des récits d'accouchement des femmes qui me disaient, j'ai senti mon bébé pousser avec ses petits pieds pour sortir. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est faire équipe, t'imagines quand t'es anesthésié, déjà, ce lien est rompu. T'as un bébé qui se retrouve, déjà, il en prend dans la gueule, hein. Je veux dire, on te dit l'anesthésie, mais le bébé est sonné aussi. Il est shooté. S'il est ankylosé, lui, c'est compliqué, ça lui demande vachement plus d'efforts. Il se retrouve avec des hormones pour qui le poussent dehors, voilà, qui fait contracter l'utérus de façon plus violente. Donc en plus, ça le stresse. Et voilà, c'est une réalité, hein. Et puis le périnée, c'est tonique à la base. C'est tonique, c'est des muscles, c'est des ligaments qui bougent, qui s'adaptent au bébé. Là, il se retrouve dans du chewing-gum. C'est anesthésié. Donc fais ton chemin dans du chewing-gum qui est censé te guider à la base, alors que bam, t'as une dose de fentanyl dans la tronche. Mais les pauvres, mais les pauvres, et leur mère est déconnectée. Moi, quand je vois les émissions Baby Boom, les mères, elles sont là, sur leur téléphone. T'es quand même à la naissance de ton petit, en fait. Ça mérite pas un peu plus d'égard, d'attention, je sais pas, quelque chose, quoi, juste... Ouais, non, mais c'est bon, il va naître, c'est tout seul, il arrive en chemin comme Kirikou. Ben non. Non. Et rien que ça, ça me choque, hein. Vraiment, ça me choque. Je suis triste parce que c'est des petits qui se sentent abandonnés avant même d'être nés, quoi, qui sont voués eux-mêmes, qui sont mis en difficulté pour arriver dans ce milieu terrestre qui est déjà drôlement rustre et puis qui reste un traumatisme pour eux parce qu'ils changent entre l'univers aérien et l'univers aquatique. Tout est différent sensoriellement. Ils vivent un sacré choc, quoi. Et je me dis, on les respecte pas. On n'a aucun égard pour eux. On n'a aucune empathie, en fait. Même la naissance en douceur, c'est une transition qui, voilà, dure, entre guillemets, pour bébé, où il faut qu'il s'adapte. Ça fait partie de la vie. Mais c'est vrai que quand on le fait à l'hôpital, avec pleinement qui le touche, que c'est pas sa famille, et c'est vrai qu'il est le plan le plus dur. Et surtout quand on coupe le cordon avant qu'il a l'opportunité de respirer par eux-mêmes, parce que c'est... Ouais, déjà, c'est ça, hein. Voilà. Déjà, on déclenche l'accouchement, ça veut dire qu'il n'était pas prêt à respirer, parce que on sait très bien, voilà, c'est une substance qui libère dans le corps de la mère qui fait que ça déclenche l'accouchement quand ils sont prêts à respirer. Et c'est toute une cascade d'interventions. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que les peuples, ils se rendent à l'hôpital parce qu'ils ne savent pas qu'ils n'ont pas besoin d'y aller. Et ils se rendent à l'hôpital à un moment où on est très, très susceptible. Parce que pendant notre accouchement, c'est comme quand on boit de l'alcool. Ça veut dire on pense pas, on n'est pas en contrôle, on sait pas, c'est pas facile de dire non, on est très susceptible. Donc quelqu'un nous dit pousse, quelqu'un nous dit il faut une péridurale, ça me demande beaucoup, beaucoup plus d'efforts de dire ah non mais attends, c'est dans mon plan de naissance, je le veux pas. Et quand on est conscient pleinement, notre cerveau travaille de ça pendant l'accouchement. Et du coup, on se rend dans un endroit où censé nous protéger. C'est ça à la base, hein, l'hôpital est censé protéger ton intégrité. Et on se retrouve avec parfois des personnels qui sont fatigués, qui veulent que ça aille vite, qui sont débordés, c'est pas leur faute aussi, ils ont 12 accouchements voilà, à faire en 2 heures. C'est ça. Ils sont déjà pas dans une capacité d'être bienveillants, ne serait-ce que l'institution n'est pas bienveillante, en fait, parce qu'il n'y a pas les moyens nécessaires. Ouais, c'est ça. Mais je te rejoins entièrement, hein. Mais je pense que du coup, si les femmes restaient chez elles et qu'il y avait vraiment que celles qui peuvent pas faire autrement parce qu'à cause de la pathologie qui était à l'hôpital, déjà, je pense que les femmes qui ont une grossesse pathologique ou un accouchement pathologique seraient bien mieux accompagnées.
Parce que qui dit pathologie dit potentiellement faire le deuil d'un accouchement où, entre guillemets, tout va bien. Et donc, du coup, cet accompagnement est doublement nécessaire. Et que toutes ces femmes qui n'en ont pas besoin, elles pourraient avoir une expérience, putain, elles auraient autre chose à raconter. Vraiment, hein, ça changerait les discours, quoi. Ça ferait du bien. En vrai, ça ferait du bien. T'imagines si on parlait de la naissance comme on parle, enfin, je veux dire, ouais, si on parlait du sexe comme on parle de la naissance, c'est-à-dire, oh là là, c'est un mal pour un bien, oh là là, ça fait mal, mais personne ferait l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un problème. Il y a un problème parce que la naissance, c'est la continuité de l'acte d'amour. C'est pareil, mais dans 9 mois. Et je me dis, c'est heureusement qu'on parle pas du sexe comme ça, parce que je pense qu'on aurait des gens qui seraient dégoûtés, qui seraient vierges ou puceaux toute leur vie. Alors, j'allais dire, c'est pas ça qu'on veut, mais dans un idéal, t'as envie que tout le monde te dise, punaise, mais je m'éclate avec mon mari, je kiffe, c'est jouissif, c'est ressourçant. Et t'as envie de dire pareil de la naissance, tu vois, t'as envie vraiment de dire, tu vas voir, je te souhaite un bel accouchement, je te souhaite d'être heureuse, tu vas voir comme c'est génial. Non, c'est, ah, mais tu vas voir, tu vas arriver, tu vas plier l'anesthésiste, ça va être ton Dieu vivant. Je te souhaite des glaçons pour avoir pour les points sur la chatte. Mais c'est horrible, C'est une réalité qui est quand même un petit peu loin d'être édulcorée, en fait. Elle est ternie. C'est pas que ça. Enfin, je veux dire, déjà, à la maison, on fait pas de points. Et ça change toute la cicatrisation et le fait de vivre les points. J'ai beaucoup souffert d'avoir eu 11 points que j'ai enlevé moi-même en rentrant à la maison. Alors qu'une fois quand j'ai accouché à la maison, j'ai pas du tout... j'ai eu quelques éraillures et j'ai pas fait de points. Et en 24 heures, on n'en parlait plus. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ouais, ok, mais moi, de mon accouchement, je me rappelle pas des 2 éraillures que j'ai eues. Hein. À l'hôpital, je pourrais te parler encore de la douleur de mes 11 points. Ouais. À la maison, j'ai autre chose à raconter. Hein. Clairement, j'ai autre chose à raconter. Hein. Puis, enfin, je veux dire, les copines, elles sont là. Enfin, déjà, on va pas se mentir. Des points. Quand t'en as 11, quand t'es un petit peu traumatisé, t'as pas du tout envie de reprendre une sexualité. Parce que tu peux pas prendre du plaisir dans un endroit où t'as eu le trauma, où il y a eu de la douleur. Ouais, c'est marrant aussi on va se dépasser de la douleur pendant l'accouchement, mais après, ça fait mal pendant un an. Au moins. Genre, moi, j'ai eu mal pendant... Non, mais voilà. Et moi, j'ai même pas eu de péridurale. Hein. J'ai juste eu les sages-femmes qui disaient maintenant, il faut pousser la tête, le bébé a un déstress et tout ça, alors que voilà, il n'y avait aucune urgence. Et j'étais susceptible, du coup, j'ai poussé. Et je me rappelle, moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir un accouchement orgasmique. J'ai eu un accouchement orgasmique à l'hôpital, alors que je ne l'ai pas eu à la maison. J'attendais pour le deuxième. Mais moi, j'ai eu un accouchement sans douleur. Donc, on peut dire qu'au bout de quelques heures de contraction, j'avais plus du tout de douleur. J'avais juste de sensations. Je suis arrivée à dilatation complète à l'hôpital. Voilà, j'étais tranquille, j'avais pas de tout mal. Et j'avais des orgasmes. Et à ce moment-là où j'ai dû profiter, que j'ai regardé mon mari qui m'a dit super, profite. Il y a des sages-femmes qui sont arrivées qui n'étaient pas du tout préparées. Parce que je pense qu'ils n'ont ça doit être le fait qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des orgasmes pendant l'accouchement. Et qui, du coup, n'ont pas aperçu la situation dans laquelle j'étais, que j'étais en train d'avoir des orgasmes. Et qui, du coup, m'ont enlevé du baignoire, m'ont dit c'est une urgence, il faut que tu pousses bébé, alors qu'ils n'avaient aucune signe d'urgence. Et j'aurais réussi à la maison, ça aurait été beaucoup plus agréable et ça aurait été, comme tu as dit, le ápice d'une relation sexuelle, parce que c'est ça, en fait, c'est la continuation d'une relation sexuelle. Et il faut... Oui, c'est ça, puis on est censé vivre la même intensité, le même paroxysme, quoi, le même, pas forcément le même plaisir, mais un plaisir. Ouais, c'était un plaisir complètement différent, je décris ça comme un orgasme de corps entier. Ça veut dire c'était pas que mes parties sexuelles, c'était tout mon corps qui tremblait et qui bougeait d'une façon où j'étais pas en contrôle et je savais que c'était la force de donner la vie. C'était la force de donner la vie qui traversait mon corps. Et
J'ai pas. Mais non, mais c'est beau, mais moi, tu me dis ça, mais j'ai envie de vivre ça. Enfin, j'ai envie de me dire, punaise, je veux jouir quand j'accouche, quoi, tu vois. J'attendais ça Genre, quand il est dit d'être à la maison, c'est pas arrivé. Mais comme toi, j'ai eu aucune Ah voilà. Et du coup, j'avais cette sensation d'orgasme. Et quand ils m'ont dit de pousser mon bébé très fort, ça s'est passé de la meilleure sensation que j'ai jamais sentie dans toute ma vie à la sensation où ça fait plus mal dans toute ma vie. Dans en seconde. ah, bichette. Voilà, parce que moi aussi. Ah, la transition est dure, hein. Et je me rappelle d'avoir accueilli mon bébé en pensant, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait hyper mal. À la maison, par contre, on accouche en sérénité, voilà, dans la paix. J'ai pas où ça. J'ai pas où la montagne russe des orgasmes, mais en même temps, ça m'a pas du tout fait mal quand bébé il est sorti. Et j'ai eu quand même la sensation que c'est presque un orgasme, c'est un soulagement. Genre, il sort de mon corps, il accompagne ses mouvements. Je n'ai pas, ça a poussé naturellement. Et, et voilà, et après, j'ai fait pipi normalement. Ça faisait pas mal. C'était impressionnant parce que... Mais tu vois, s'il y avait plus de femmes qui disaient des trucs comme ça, en vrai, on arrêterait le cycle de la peur, quoi. Parce que c'est les récits d'horreur qui entretiennent la peur. Mais moi, tu me racontes des trucs comme ça. Mais je te dis, banco, je vais faire un bébé, je vais vivre comme toi. Je me dis, mais c'est génial. Et je me dis, c'est génial, je vais kiffer. Non, mais c'est vrai. J'avoue que pour la deuxième naissance à la maison, par contre, je n'ai pas... donc, ça a été vraiment un autre rythme. Donc, déjà, à chaque fois, j'ai accouché à... Le terme est arbitraire, mais moi, dans mes comptes perso, puisque je sais quand est-ce que j'ovule, donc je sais, je fais mes propres comptes, mes 3 filles sont nées à 40 semaines pile. Donc, moi, je dois avoir une gestation de 40 semaines. Et donc, ça se lance encore dans la nuit. À chaque fois, c'était dans la nuit, 4 heures du matin. Et là, le travail est complètement anarchique. Donc, en termes d'ordre, c'était sur la fantaisie, quoi. Tu vois, on n'était pas sur celle qui a envie de te donner l'heure de façon précise. Là, celle-là, elle te dit, il était l'heure, vas-y, j'ai envie de changer. Et voilà, c'était anarchique, l'intensité était anarchique. Mais je m'en foutais, moi, je compte pas. De toute façon, j'ai pas de montre. Je suis quelqu'un qui sait pas lire l'heure. Donc, je fais une métaphore sur l'horlogerie suisse. Je ne sais pas lire l'heure. Je m'intéresse juste au mécanisme. Et c'est pareil avec la naissance, c'est-à-dire que j'en ai rien à foutre de rien. Je vis ma meilleure vie. Je sais que mon bébé il arrive, donc je danse avec mon bébé. L'heure peut tourner, je m'en fous, je ne sais pas quelle heure il est. Mon bébé va arriver. Le monde, demain on est mardi, on est mercredi, je m'en fous. Je m'en fous, mon bébé va arriver, ça va être son anniversaire. Je vais naître mère. Donc, quelle heure il est? Ça sera toujours une heure de gloire. Quel jour on est? Ce sera toujours un jour de gloire. Donc, ça prend le temps que ça prend, je kiffe. Tu vois, je danse avec mon bébé, je marche. J'ai faim, je mange. J'ai soif, je bois. J'ai envie d'une douche, je prends une douche. Je me pose pas la question, je fais ce que je veux. J'ai froid, je me mets un plaid dessus. J'ai chaud, je me mets à poil. Problème résolu. Il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de problème à... Oui, il y a une solution tout de suite. Je suis chez moi, je suis dans mon confort. J'ai envie d'aller pisser, j'y vais. J'y veux y retourner 30 secondes après, j'y vais. Je suis bien au chiottes, j'y reste. J'en ai marre, je veux retourner à ma douche, je vais à ma douche. En fait, je demande l'autorisation de personne. Je suis chez moi. L'extraordinaire se mêle à l'ordinaire. Et dans la vie de famille, un membre apparaît. Et il est là. Et pendant ce temps-là, ce temps hors du temps, j'ai envie de dire, toute la famille est au rythme de cette naissance. Mais qui est-il, celui qui va arriver? On l'a attendu, on l'a vu prendre forme dans le ventre de maman. Là, maman, littéralement, va exploser. Et boule de joie, tu vois. Et ce petit être-là, on va tout se faire. Vas-y. Est-ce que tu savais si c'était un garçon ou une fille? T'as fait des examens pendant... Non, surprise. Grossesse libre. Mais j'aime la surprise, en fait, parce que je me dis comment la nature a prévu les choses. La nature, elle a mis une peau de ventre. Elle a mis plein de trucs pour pas qu'on sache. C'est bien pour que se lâcher prise et cette surprise qui soit là. La nature est belle. Vraiment, Dieu a bien fait les choses, quoi. On est là pour s'émerveiller. Bébé arrive, mais qui est-il? Alors, je le connais parce que mes bébés, je les sens, je les ressens. Je peux te dire si c'est des nerveux, Je pouvais te dire que la première, elle était sensible, un peu nerveuse, que la deuxième, c'était une force tranquille, que la troisième, elle était douce, elle était pétillante.
pouvais te le dire déjà, leur façon de bouger, de réagir dans mon ventre. Mais est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon? Qu'est-ce que je m'en fous, je l'aime, c'est mon petit. Il est parfait comme il est. Et donc, oui, non, j'ai pas fait de grossesse libre parce que malheureusement, à la première échographie, ou non, la deuxième, on a décelé qu'elle avait un problème au corps calleux. Donc, le corps calleux, c'est la membrane qui sépare les deux hémisphères du cerveau. Et là, en fait, il y avait un côté plus épais que l'autre. Donc, comme ces mesures ne rentraient pas dans la norme, on est venu me faire chier. On m'a orienté vers un gynéco que j'ai pas choisi, qui m'a pris 100 balles l'échographie pour me faire des bleus et me pousser à l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse, au cas où il y ait un handicap. Moi, je fais mes recherches, je regarde les stats. S'il n'y a pas de corps calleux, il y a 25% de risque qu'il y ait un retard cognitif et de développement et 1 petit pourcent qu'il soit épileptique. Mais mon bébé a un corps calleux, donc en fait, il ne fera pas partie de ce pourcentage, sauf si vraiment, j'ai pas de chance. Mais non, je te le dis, il bouge bien, je le sens bien, mon bébé va bien. Il n'y a pas d'handicap qui tienne. Donc pour moi, c'est des conneries. Du coup, à un moment, ils m'ont tous gavé. Je leur ai dit d'aller se faire foutre. Mais tous, hein. La sage-femme, le gynéco, tout. J'ai dit, non, c'est bon, vous me faites chier, vous me volez ma joie. Mon bébé, il va naître. Il n'aura pas besoin de vous pour naître. Il n'aura pas besoin de vous pour péter la forme. Vos diagnostics, rien à foutre. C'est des conneries. C'est des mesures. Machine. Tu changes la machine. Je suis sûre que c'est plus la même mesure. C'est pas parole d'évangile, quoi. Moi, mon bébé, je le sens. Je te dis qu'il va bien. Les fois où je ne l'ai pas senti, je suis allée chez la sage-femme. On a fait un check. Là, je le sentais bien, j'étais sûre de moi. Tes 10 années d'études, mon gars, elles valent rien comparé à mon instinct. Ça n'a pas loupé. J'ai mis au monde mon bébé, contraction anarchique, 1 heure où j'ai fait que dormir. Mais j'ai vraiment dormi, quoi, la phase de plénitude, cette phase de quiétude où j'étais, mais qu'est-ce que j'étais bien. C'est un avant-goût de l'éternité, ça. Ça, c'est un avant-goût de quand t'es au ciel et que t'as pas de problème dans ta vie. Hein. T'as plus l'impression d'être une être humaine, tellement t'es hors du temps, quoi. Profiter de cette phase de quiétude où, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est le moment où tu es complètement dilaté et qui après s'arrête. Il sent Le corps s'arrête et à ce moment-là, on peut dormir. Ou, moi, j'avais des orgasmes. On peut faire ce qu'on veut. Et à l'hôpital, on est pressé. Là, on est sur l'horloge. Il faut que tu accouches dans 2 heures. Dans les hôpitaux, ils sont encore gentils parce que... Puis les mecs, tu leur dis la phase de quiétude, ils savent pas ce que c'est. Déjà parce qu'ils en voient pas souvent. Et puis, puis ils savent pas accompagner ça, quoi, puisqu'il y a Dani. Et moi, pendant 1 heure, j'ai dormi. J'ai dormi, tout le monde autour de moi a dormi. C'est-à-dire que c'était la naissance qui régissait l'espace-temps de ce qu'on était en train de vivre. Tout le monde dormait. La photographe s'est assoupie, ma sœur s'est assoupie, mon mari dormait, on dormait. Hein. Mais on avait le même flot d'hormones à ce moment-là. Puis quand c'est une contraction qui m'a réveillée, là, je te garantis, là, j'étais bien réveillée. J'ai rugi, c'était pas du tout le même degré de puissance. Là, je me suis pas dit, on est reparti pour le 4e tour. Là, je t'avouerai que ça a été... j'ai pas du tout poussé. En une fraction de seconde, elle est descendue du haut de mon estomac jusqu'en bas de mes genoux. Elle s'est jetée dans la vie, elle est tombée. Heureusement qu'il y a eu un plaid. Mais c'était quand même assez violent, c'était quand même assez intense. Il m'a fallu du temps pour atterrir et me dire, bon, en fait, c'est une fille ou un garçon. Parce qu'au début, je me suis dit, il est né, je l'ai fait. Et elle aussi, elle a eu du mal un petit peu à atterrir. Elle était un petit peu... elle qui est si douce et délicate, c'est vraiment... mais c'est la mignonnerie incarnée, ma fille. Donc là, tu vois, tu te dis, cette naissance, là, ça m'a bousculé, ça m'a bousculé. Vite, câlinez-moi une paire de meules, un peu de lait, faites quelque chose. Donc, elle était dans cet état un petit peu où elle pleurait en mode je veux mes repères. Voilà. Et quand on s'est toutes les deux, c'est là qu'on a découvert tous en famille que c'était une petite fille, quoi, que c'était la 3e fille de la team, la 4e fille de la famille. Et puis quelle gloire, quoi. À aucun moment, j'étais déçue de ne pas avoir un garçon. Aucun. C'était parfait comme ça. J'avais ma team de gonzesses. Et je suis fan. Je suis fan d'être à la tête, la mère de famille d'une team de gonzesses, ouais. J'aime bien. Donc là, je t'avouerai, c'était quand même intense. Je me suis dit,
je remettrai pas le couvert tout de suite. Bon, le fait que j'ai pas remis le couvert tout de suite, mais c'était pas par rapport au trauma de la naissance, plus inhérent aux circonstances et aux saisons de la vie. Euh, mais là, aujourd'hui, le temps a passé, ma vie a changé. Elle va faire 4 ans et je me dis, pourquoi pas un petit dernier, revivre la naissance à la maison. Puis en fait, je me dis, et c'est ça qui est terrible, parce avec cette excuse, tu fais 10 gamins. C'est pas juste accoucher quand même, après, t'es une maman. Je me dis, j'ai pas fait le tour de la naissance. J'ai pas vécu tout ce qu'il y avait à vivre. J'ai pas appris tout ce qu'il y avait à apprendre. J'ai pas conceptualisé tout ce qu'il y avait à saisir. Ouais, c'est comme si j'avais encore besoin de le revivre dans mon corps et de pouvoir en apprendre toujours plus. J'aimerais vivre une naissance sans douleur parce que je crois que c'est possible. En fait, je pars du principe physiologique. Quand tu contractes ton biceps, t'as pas mal. Et la contraction utérine, par ce principe-là, ne devrait pas faire mal. Donc, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui nous permet d'accéder à une naissance sans douleur. Mais vraiment, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir, j'aimerais connaître. Et j'aimerais vivre un accouchement orgasmique, ouais. Pas pour le plaisir sexuel, pas pour l'orgueil de raconter ça. En fait, j'aimerais comprendre ce qu'on vit. J'aimerais comprendre... Ouais, j'aimerais comprendre, en fait. Et j'aimerais... Ça, c'est très personnel, mais j'aimerais prendre une revanche. Je sais que la naissance vient guérir des choses. Moi, je suis quelqu'un qui a connu l'inceste, qui a connu le viol. C'est déjà une grande victoire, c'est déjà une énorme revanche que de faire naître mes enfants par moi-même. Mais j'aimerais avoir une naissance orgasmique pour dire que tout ce qu'on a essayé de me voler par ces viols, à savoir mon intégrité physique, ma capacité à prendre du plaisir, à jouir, à être épanouie, ben non, on me l'a pas volé et je suis même capable de jouir en mettant au monde mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, j'aimerais vivre une naissance et qu'il y ait quelque chose qui impacte aussi ma guérison. J'estime que je suis une femme guérie, attention, parce que tout ce que j'ai vécu, j'en porte pas le poids aujourd'hui. Je suis capable d'avoir une sexualité épanouie. Je suis capable de mettre mes enfants au monde par moi-même. Donc, je sais que j'ai guéri, j'ai cheminé. Mais j'aimerais avoir cette cerise sur le gâteau. Ce truc où aussi bas j'ai été, j'ai touché les sommets. Ouais. Et que de pouvoir le vivre, je puisse comprendre, je puisse connaître, je puisse transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, ce que j'ai connu. Et en fait, pouvoir aussi impacter des femmes. Parce que je veux dire, l'inceste, le viol, malheureusement, c'est courant, c'est commun. C'est quelque chose qui touche énormément de femmes, sous toutes les formes dont le viol existe. Mais je me dis, j'aimerais leur dire, mais il y a autre chose à vivre. Il y a un après. Ça t'empêchera pas de kiffer la sexualité, ça t'empêchera pas de jouer, ça t'empêchera pas de mettre au monde tes enfants, ça t'empêchera pas de le faire de la manière la plus transcendante et souveraine qui soit. Ça t'empêchera rien, et au contraire, en fait. Que ça te serve pour cheminer, que ça te serve pour guérir, que ça te serve pour venir arracher ton héritage de ce qui t'appartient, en fait. On te l'a abîmé, on a voulu te le voler, non, tu te le réaccapares, tu te le réappropries, il est à toi. Et c'est quelque chose que j'aimerais vivre aussi pour ça. Donc, je dis pas qu'on fait un enfant pour ces raisons. Je parle d'un idéal. Si j'ai un autre enfant ou d'autres enfants, mais écoute, tant mieux. Et gloire à Dieu, et c'est les belles choses. Et je serais ravie de cheminer et de vivre encore des choses qui vont me bousculer, qui vont me permettre d'approfondir mes connaissances, d'approfondir mes réflexions, d'avoir un discours plus profond aussi. Mais ouais.
Je sais pas si j'aurai cette chance. Je pense que oui. Ta parole Sera avec est toi. magique. Donc, si tu as envie de vivre en situation, voilà, là, tu l'exprimes. Ça sera sur YouTube, hein, ça sera sur podcast. Là, tu l'exprimes. Ça sera sur YouTube. Il y aura une marque qui est dans peut-être 10 ans quand on me réinvitera à un podcast. Parce que je commence à m'habituer comme vite. Les gens vont entendre autre chose. Ils vont entendre quelque chose que je n'ai pas encore dit. Mais moi, j'ai... Après, ça, c'est une croyance, mais moi, je crois que si toi, tu as envie de te guérir à travers d'un accouchement orgasmique, c'est parce qu'il y a aussi un enfant qui a envie de venir pour ça, à travers cette situation. Donc, moi, je pense que chaque fois qu'on a un envie, voilà, le nom, il le dit déjà, envie, tu vois, c'est envie. Quand on a un envie du cœur, c'est parce que un envie du cœur, ça peut pas être selfish. Je sais pas comment on dit ça en français, ça peut pas être... Oui, ça peut pas être égoïste, égocentrique. C'est un envie du cœur. Et je pense que c'est pareil, quand on décide d'accoucher à la maison, moi j'ai entendu, mais t'es tellement égoïste, ton bébé. Non, attends, mon bébé Et non, c'est être hyper altruiste en fait. veut naître dans la paix. Voilà, mon bébé, il veut naître. Oh, mon bébé qui est né à la maison tellement calme, tellement tranquille. Ah, il voulait ça. J'ai pas de doute qu'il voulait ça. Et je pense que c'est important aussi de partager ça. Si tu as une envie, c'est peut-être parce qu'il y a un bébé qui veut venir et qui a envie de venir de cette manière aussi. C'est un sujet, c'est un sujet sensible pour moi, mais pas dans le sens tabou. Ouais, c'est pas du tout un tabou. Je suis à l'aise avec le fait qu'on en parle, mais c'est vrai que avec ce que je traverse, au début, je voulais plus d'enfants. Le divorce m'a vraiment dégoûtée. Être séparée de mes enfants, au-delà de ma volonté, hein, m'a vraiment traumatisée. C'est encore c'est un sacerdoce que je porte à pas avoir mes filles au quotidien. Bon, je le recontextualise pour les gens qui n'étaient pas en off avec nous, mais donc voilà, aujourd'hui, je suis une femme divorcée. Et comme j'étais mère au foyer quand j'ai divorcé, je me suis retrouvée SDF. Et donc, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir mes enfants auprès de moi. Et aujourd'hui, ça fait un trimestre que j'ai un toit. Et évidemment, je chemine aussi puisque j'ai dans ma maison, en fait, dans mon appartement, j'ai prévu de recevoir mes enfants. Donc, j'ai une chambre avec des lits, j'ai une chambre avec des jouets, avec des vêtements. C'est vide. C'est vide, c'est-à-dire que il y a de la vie matérielle, mais les objets sont complètement inanimés. Il n'y a pas de vie, voilà, il n'y a pas de vie. Donc déjà, il faut savoir que je ferme. Cette porte est fermée. Je l'ai dans ma salle de bain, c'est une pièce fermée. Je ne contemple pas le vide. Et je me dis, refaire un enfant, c'est... ben voilà, j'en ai eu 3. Mon aîné a été adopté par mon mari. On peut pas dire que j'ai eu un parcours qui a été semé que de bonheur. Hein. J'ai été capable de connaître et de traverser des trucs particulièrement difficiles que je souhaite pas forcément à tous les parents, mais ça fait partie de mon parcours. Et dans mon parcours, j'ai vécu donc cette séparation avec mes enfants. Et faire un autre enfant, c'est prendre le risque d'être à nouveau séparé, c'est prendre le risque d'à nouveau souffrir, Et je suis là dans mon étape dans mon cheminement, en fait. Il y a tout ce bonheur, il y a cette joie que ça apporte, le fait de me dire que la vie, c'est un renouveau, que j'ai aussi droit à ce bonheur. Mais pour l'instant, c'est partagé avec la peur de souffrir, de revivre ce que j'ai vécu, la peur de devoir partager mes enfants coparents. Alors, c'est le vocabulaire actuel, je déteste ces mots-là, mais effectivement, on ne fait pas des enfants pour les partager. C'est quand même super délicat. Donc oui, j'ai envie de me dire, bon, ben t'as mangé ta tartine de merde, maintenant tu mérites aussi de kiffer, de jubiler, de regoûter au bonheur, et les enfants en font partie. Alors c'est pas juste un enfant pour être heureux, ça c'est une vision, je trouve, assez égoïste, mais je suis quelqu'un d'épanoui dans mon rôle de mère, j'adore être une maman,
je ne me sens pas dépassée d'avoir 3 enfants. Je pense que je pourrais en avoir d'autres et kiffer ça, adorer ce joyeux bordel et cette folie douce du quotidien. Je Malgré 3 enfants, je suis émerveillée à chaque grossesse comme si c'était une première. J'adore accoucher. J'ai l'impression que j'ai pas produit assez de litres de lait. Je crois que des années d'allaitement n'ont pas suffi. J'en ai encore sous le capot, quoi. Mais oui, j'adore. C'est des moments. Je me suis pas rassasiée de cette odeur de liquide amniotique. Je me suis pas rassasiée du cododo. Je me suis pas. Je sais pas, c'est pas comme s'il y avait un goût d'inachevé, attention, j'ai l'impression que, ouais, j'ai de l'expérience, mais je sais pas, j'arrive pas à ce moment où je me dis, c'est la fin. Ouais, c'est très bizarre. C'est très bizarre, en même temps, mais je suis jeune, hein. Donc, c'est possible que ça arrive à nouveau. Je vais vivre une autre grossesse, et il y a des choses que j'aimerais vivre, pas différemment, mais je sais ce que je kiffe, je sais ce qui est à mettre de côté, donc ouais, approfondissons les choses, quoi, tu vois? Devenir maman, c'est plutôt dans ce mood-là. Mais il faut qu'on devienne vulnérable si on veut aussi sentir les plus grandes joies. Voilà, les pics du sommeil, comme tu as dit, ça fait partie. Hein. On ne peut pas l'atteindre sans devenir vulnérable. C'est ça, faut accepter que la vie est un risque, hein, et vivre, c'est toujours un pari sur l'avenir, donc je me remets ça en tête et puis je me dis, la peur, n'empêche rien, en fait. Enfin, tu sais pas de quoi sera fait demain, Et après, tu as des enfants. à 20 ans, on fait les choses peut-être avec un peu plus de fougue. Là, j'arrive à 30 ans, je suis un peu abîmée, donc je me dis, il faut que tu te remettes avant de retrouver un petit peu de fougue et pas ce pétillant qui m'appartient, qui m'a jamais quitté, mais ouais, cette folie douce, quoi, que t'as à 20 ans et que tu remets à 30 comme si tu savais pas, comme si t'avais pas l'expérience, comme si t'avais pas appris à tes dépens. Tu vois ce que je veux dire? À 20 ans, t'es naïf, t'es insouciant. À 30, vachement moins, tu vois. Donc, quand tu prends une décision, tu fais... Et en même temps, tu apportes toutes les sagesses des dernières 10 ans que tu n'avais pas à 20 ans. Donc, voilà, tu grandis aussi avec l'expérience. Et c'est vrai, encore une fois, tes envies, ils viennent de la vie. Et en cas qui s'y vient pas, oui, mais ils vont pas arriver. Ils vont pas... C'est pas des vraies envies, Je sais, c'est des vouloirs. Et ça, c'est un peu différent. c'est ça. Je laisse mûrir. Je pense que pour l'instant, j'ai plus... Alors, je dis pas que il n'y a pas d'ordre de grandeur ou de mérite mais j'ai plus envie, je crois, d'être une sage-femme que d'être une maman. Je crois que j'ai envie de... J'adore être invitée à des podcasts, j'adore donner mon avis même quand on me le demande pas, mais quand on me le demande, c'est toujours un honneur. Je me fais toujours un plaisir, mais j'ai envie de plus que ça. J'ai envie de pousser le militantisme un peu plus loin. J'ai envie que y ait un crédit supplémentaire qui soit accordé à ma parole. Et malheureusement, aujourd'hui, le crédit passe par le diplôme. Donc, ça fait des années que je me tâte, ça fait des années que je tente mon coup aussi. J'ai tenté l'Écosse, j'ai tenté la Belgique. Donc là, je crois que j'ai envie d'être une sage-femme et je crois que j'ai envie de dire aux femmes, écoutez, il y a autre chose à vivre. Qui même me suivent. Bah super. Voilà. Là, je voulais te poser une question. C'était, Vas-y. qu'est-ce que tu as à dire au moment qui savent qu'ils peuvent accoucher naturellement, genre, ils n'ont pas de doute par rapport au fait que leur corps savent accoucher, et qui, en ce moment, ils ont des plans d'accoucher à l'hôpital ou avec une sage-femme, mais qui ne se sentent pas tout à fait 100% sécures avec ça. Parce qu'il y a des moments qui veulent accoucher à l'hôpital et qui se sentent super par rapport à ça, et ça, c'est super. Il y a pour tous les goûts. Mais il y a des moments, comme moi, j'étais à un moment donné, j'étais à l'hôpital pour accoucher parce que je connaissais rien d'autre. Mais je me sentais pas très bien. Et je savais que mon corps, il n'y avait pas de souci avec mon corps, je pouvais accoucher.
Et je me sentais pas très bien à l'hôpital, mais quand même, je me suis dit, bon, c'est où on accouche. Qu'est-ce que tu dirais à ce moment-là? Ben, va jusqu'au bout de ta réflexion. Si tu sais que tu peux accoucher, en fait, t'as besoin de personne. Pour accoucher, il faut un bébé, une maman. Ça s'arrête là. On a tous les ingrédients de la recette. Après, c'est une question d'environnement. Forme-toi, lis Michel Audin. Michel Audin, il va très très vite te faire comprendre que t'es pas folle, que c'est pas dangereux, que au contraire, ce qui est dangereux, c'est de sortir de chez soi. Accepte de changer de paradigme parce que tu vas t'offrir un truc de malade. Tu vas t'offrir un truc qui n'a pas d'égal, tu vas t'offrir quelque chose qu'un d'autre que toi pourra t'offrir et que tu pourras offrir à ton bébé, attention, hein, et que tu pourras offrir à ton couple. Vois plus loin que juste le moment où le bébé sort, quoi. Vois plus loin. C'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est un rite de passage. C'est la continuité de ta relation sexuelle dans laquelle tu as conçu ton bébé. Donc, va jusqu'au bout de l'expérience avec ton mari, offre quelque chose d'autre à tes enfants, déjà eux pour eux, dans leur histoire, mais même dans le témoignage. Il y a qui peuvent se gargariser de dire j'ai vu mon frère ou ma sœur naître. Offre-leur quelque chose, une perspective. De se dire putain, mais tous les gens ils font comme ça, mais ma mère elle fait comme ça. Et ils vont faire par eux-mêmes, avec les échos, ils vont capter par eux-mêmes que il y a un truc qui coince dans le sociétal, tu vois. Donc va jusqu'au bout de ta réflexion et le courage, prends tes responsabilités et kiffe. Kiffe parce qu'en fait la souveraineté va avec les responsabilités et ça a une saveur incomparable. Incomparable. T'accouches qu'une seule fois de ce bébé-là, t'accouches, allez, 2-3 fois dans ta vie. Réfléchis bien à ce que tu veux. Pour toi, pour ta vie de mère, pour ta vie de femme. Et puis au-delà de ça, je pense que la naissance, c'est pas juste une expérience, c'est pas juste le berceau de la parentalité, c'est pas juste l'arrivée au monde de ton enfant, il y a quelque chose qui a trait au couple, à la sexualité, à la famille, c'est vachement plus profond que ça en fait. Et tu mérites ce gros package. Tu vois, tu mérites ce gros trésor-là, tu le mérites. Après, il faut cheminer pour l'obtenir, mais là, tu le mérites. Tout le monde le mérite. Tout le monde le mérite, tout le monde pourrait l'avoir. Sauf que tout le monde n'a pas le cran de cheminer, en fait. Et c'est ton cran, c'est ton audace, c'est ta détermination, c'est ta fermeté qui va faire la différence. Donc vas-y, fais-le. Ça coûte un peu ça coûte pas grand-chose pour ce que ça rapporte. Honnêtement. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que et j'ai jamais entendu une femme qui a accouché à la maison qui a dit « Oh, ben la prochaine fois, j'irai à l'hôpital. » L'inverse n'est pas vrai. Et j'ai jamais entendu une mère qui a enfanté chez soi dire qu'elle accoucherait différemment. Et moi, j'ai connu les deux. Pour rien au monde, je remettrais un pied à l'hôpital. Hein. Jamais de la vie. Sauf si vraiment j'ai pas le choix. Mais j'ai lu assez de témoignages pour avoir l'humilité de dire que la naissance est surprenante. Pas dans le sens... Non, la naissance est surprenante dans toutes les leçons qu'elle a à nous apporter. Donc, et cette humilité-là, ça va payer. L'humilité précède la gloire. C'est une vérité qui se vérifie dans le cadre de la naissance aussi. Il y a quelque chose de glorieux à aller décrocher. Ce serait tout ce que j'aurais à lui dire. C'est déjà beaucoup quand même. Ah, parfait, génial. Bah écoute, c'était un énorme plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et moi, j'ai beaucoup apprécié Aïssa. Et j'ai hâte de sortir déjà cette interview pour que ça puisse toucher des femmes parce que tu es brutalement honnête quand tu parles et ça me touche beaucoup. Et ça se voit que cette confiance que tu as en toi-même, c'est parce que tu as vécu. Tu parles d'un truc que tu as vécu et que ça t'a changé en tant que femme.
et que ça t'a fait une meilleure mère, que ça t'a fait une meilleure personne, en fait, parce que tu étais en contact avec ton essence en tant que personne. Et moi, j'ai trouvé ça aussi. Quand j'ai enfanté mon bébé, librement, j'ai trouvé que ça m'a mis en contact avec mon essence. Et que ça m'a donné de la confiance. J'ai retrouvé la confiance que j'avais en tant qu'enfant. Quand on sait qu'il notre corps sait faire, on se dit on a tout ce qu'il faut. Et du coup, j'ai tout ce qu'il faut pour être maman. Et cette C'est confiance, ça. comme tu as dit, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Oui, Non, c'est c'est ça. Puis stable quand on accouche à la maison, mais après, tu sais que tu sais être mère. c'est ça. Alors, je pense qu'on part pas tous du même point de départ, parce que quand on chemine, on est d'accord que ce cheminement, c'est une arrivée, mais on part pas tous du même point de départ. Et je pourrais entendre, ouais, mais ça a été facile pour toi, parce qu'avec ton vécu, du coup, t'as jamais conçu que on pouvait aller à l'hôpital, puis t'as été à l'hôpital, ça t'a donné raison, ça t'a traumatisé. J'entends, je pense que c'est que d'être parti de cette ligne de départ-là, c'est ce qui a fait que j'ai pu peut-être aller aussi loin dans mon cheminement. Et puis maintenant, je sais que je vais vouer ma vie à cette cause. Donc, j'ai trouvé ma voie. Donc, voilà, c'est comme ça. J'ai pas décidé, mais j'en suis reconnaissante. Et je me dis, pour toutes ces femmes qui ont vécu des traumas différents des miens, je veux dire, pour celles qui ont vécu l'inceste, qui ont vécu le viol, mais je peux leur dire à 200%, mais justement, parce que tu as vécu ça, offre-toi un truc qui va te guérir, offre-toi un truc... tu vois, et puis pour celles qui ont vécu d'autres traumas, la perte d'un bébé, c'est des choses sur lesquelles je me sentirais pas forcément aussi pas à l'aise d'en parler, mais peut-être aussi légitime, parce que moi, j'ai fait, entre guillemets, que 3 fausses couches. Je n'ai fait que des fausses couches. Je n'ai pas mis au monde, à proprement parler, un enfant mort-né. Euh, Donc, je dirais, il y a des traumas pour lesquels je pourrais peut-être pas parler, mais j'ai quand même envie de leur dire à ces femmes-là, mais putain, t'en as chié, t'as goûté le pire, t'as pas envie de goûter le meilleur. Ok, tu vas lutter vachement plus contre la peur. Ça va te coûter un peu plus dans ce cheminement, ce combat supplémentaire, mais waouh, parce que tu vas t'offrir cette gloire, cette guérison, j'ai envie de les encourager, en fait. Parce que les femmes pour qui ont eu cette chance d'avoir l'accouchement lisse et entre guillemets ce que la société rêve, tu vois, pas trop long, la péridurale au bon moment et tout va bien, ben en fait, t'as kiffé ton McDo. T'as kiffé ton McDo et tu te rends pas compte que juste à côté, il y a un putain de gastronomique. Alors ok, il est un peu plus cher parce que ça va demander un petit peu tu vois, de déconstruire, de réapprendre, de t'informer, de travailler des trucs, de cheminer, quoi, tout ce que le cheminement exige. Mais incomparable au McDo, ma sœur. Incomparable au McDo, c'est genre le truc que tu goûtes, c'est un goût d'y reviens-y. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas... Ouais, bon, c'était sympa, mais... Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es un peu comme ça quand tu sors du McDo. Enfin, moi, perso, je suis malade quand je sors du McDo, mais donc j'aime bien utiliser le McDo, ça rassure parce que c'est le même goût, c'est la même chose, tout le monde connaît ça, tu vois, c'est le standard. Et c'est là où il y en a le plus, tu vois, c'est le truc où les foules vont, c'est pas cher, tu vois, voilà. Mais si tu mets un petit peu plus de prix, que tu vas juste à côté, que tu acceptes que peut-être tes standards, tes habitudes de pensée, tout ça, ça soit un petit peu bousculé, putain, mais tu vas jubiler, quoi. Tu vas t'offrir une expérience culinaire, sensorielle, exceptionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de dire aux femmes. Et il y a des gens qui se contentent du McDo. Ma foi, c'est un choix. Je ne critique pas ce choix. Sauf que moi, je suis là pour les femmes qui ont envie de cheminer et d'entendre qui se disent qu'il y a autre chose à vivre, quoi. Qui se disent, ouais, le McDo, c'est sympa, mais bon, j'en ai fait le tour, ou je sais ce que c'est, ou finalement, j'ai pas envie de ça, je veux mieux. Je veux autre chose, je veux quelque chose de plus grand, je veux quelque chose de plus glorieux. Moi, je suis là pour ces femmes-là. Tout simplement. Je ne serai pas la sage-femme et je ne suis pas la doula de tout le monde. Je suis là pour ce petit pourcentage de femmes qui a besoin de quelqu'un qui est parti en éclaireur sur un sentier hors des sentiers battus, en fait. Voilà. C'est plutôt ça. Il n'y a pas de jugement de valeur. Je pense que
Il n'y a pas de jugement de valeur, il y a juste une précision, une spécialité, quelque chose qui fait ma singularité et qui... Mon discours n'est pas fait pour être entendu par toutes les oreilles. Enfin, si, mais il n'est pas fait pour être accepté par toutes les oreilles, c'est certain. Donc voilà, je sais très bien que potentiellement, je tiens des propos qui choquent. Au moins, il laisse pas indifférent. C'est ça. Des artistes. Et En tout cas, merci Raïssa pour cet espace de parole que tu m'as offert, cette écoute bienveillante et puis les parallèles avec ton vécu qui, pas forcément qui donne du crédit, mais en fait qui prouve que je suis pas la seule, je suis pas une espèce de jobarde qui a eu de la chance. Non, non, il y a pas que moi, il y a des femmes comme toi aussi qui ont testé, qui ont goûté, qui sont capables de dire la même chose et c'est riche aussi que tu viens apporter quelque chose de ton vécu, c'est riche. Donc merci Raïssa. avec beaucoup de joie. J'ai adoré l'analogie avec le McDo parce que c'est vrai, parfois ça se passe bien à l'hôpital et bon, ok, mais voilà, il y a des expériences ultimes, que ce soit des orgasmes ou pas, parce que juste le fait d'accueillir ton bébé en souveraineté, d'accueillir ton bébé en famille, que tu sois la première personne à toucher ton bébé, ça, il n'y a pas de prix. C'est d'une valeur inestimable. Et tant pour la maman que pour bébé aussi. C'est ça. Elle a été protégée. Mais faut bien capter pour jouir. Déjà, tu peux pas jouir en étant anesthésié. Tu peux pas jouir en étant forcé. Donc le déclenchement. En étant Tu peux pas jouir si on te fait mal. Si on te fait mal, tu peux pas jouir. S'il y a quelqu'un qui t'observe et qui te dit bon, c'est pas le bon tempo là, hein, c'est pas le bon rythme, il va falloir accélérer. Tu peux pas jouir. Tu peux pas jouir, c'est pas vrai. mais tu peux jouir. Tu peux jouir de ton C'est vrai? Tu fais confiance à toi-même et ton bébé. Exactement. Exactement. Parce que t'as tout. Non, mais c'est ça. Ouais, t'as tout ce qu'il faut pour un. Non, mais c'est ça. T'as un corps, t'as un bébé. Voilà, il faut que ces deux choses. Exactement. Exactement. T'as tout qui est en toi, en fait. Le reste, Voilà. Et si t'as rien à prendre pour accoucher, mais t'as plein de choses à désapprendre. Voilà, on a appris plein de bêtises exactement. avec les films, avec les histoires, avec des récits de trauma. Exactement. Il n'y a rien à apprendre. Il y a quelqu'un qui a demandé à Michel Audon, qu'est-ce que je dois lire pour accoucher? Il a dit rien. Tu sors, tu regardes la lune, tu es dans la nature. C'est ça la meilleure chose pour apprendre à accoucher. Sois en contact avec ton corps. C'est ça qu'ils disent. Ben, c'est ça. Ça me parle beaucoup. Et j'ai adoré ton témoignage. J'ai adoré la façon à laquelle tu parles. Moi aussi, j'ai fait cette chaîne pour vraiment faire sortir ce message que on a tout ce qu'il faut pour accoucher. Et là, je vais prendre toutes les femmes que je connais et je vais vous montrer comme ça se passe bien, comme ça se passe bien quand tu fais tout simplement confiance à toi-même. Arrêtez de regarder Baby Boom et de vous nourrir de peur et de mythes, de vous nourrir de catastrophes. Putain, mais nourrissez-vous de gens pour qui ça s'est bien passé. Nourrissez-vous de ça, en fait. Parce que ce dont tu te nourris, c'est ce qui va te faire grandir. C'est ce qui va t'aider à te faire cheminer. Si tu entretiens ta peur avec des baby boom, eh ben, t'as pas fini d'avoir peur et puis tu peux déjà signer pour une césarienne. T'emmerdes même pas. Les dés sont déjà jetés, si tu veux. Alors que non. Travaille ta mentalité, nourris-toi de vraiment l'objet que tu as envie de voir porter du fruit dans ta vie et après le reste viendra quasiment tout seul. Parfait. Donc, merci beaucoup, Molly. Merci à toi. Et merci à ceux qui ont écouté. Merci. C'est important. C'est cool.